Bonjour, bonjour, est-ce que vous m'entendez correctement? Est-ce que vous allez bien? Euh, Petit test, j'active ma caméra, je regarde si tout se passe bien. Comment allez-vous? Je vois qu'on est déjà 4 ce matin. Est-ce que vous m'entendez déjà correctement? Si vous êtes déjà dispo sur le chat ou quoi? Est-ce que mon micro fonctionne bien? Si c'est le cas, enfin si c'est... Normalement j'ai un petit retour quelques secondes après, mais n'hésitez pas à me le dire parce que c'est avec plaisir du coup qu'on pourra voilà, discuter ensemble. Alors aujourd'hui, on accueille quelqu'un enfin, de vraiment ultra cool. On accueille Nico qui va venir nous parler à la fois de son métier d'enseignant-chercheur à l'Université de Paris, mais qui va aussi nous parler de l'e-sport parce qu'il s'est spécialisé dans ce domaine-là. Et on va pouvoir discuter avec lui d'ici quelques minutes de beaucoup, beaucoup de sujets. Donc je suis vraiment super heureux déjà qu'il a accepté de venir participer à cette petite émission. Il va falloir que je change l'annonce de mes followers. Merci beaucoup, Nuit Blanche. Mais voilà, on va pouvoir discuter avec lui de de ces différentes problématiques dans le milieu de l'e-sport, c'est-à-dire comment réussir finalement à y construire son projet professionnel. On en discutera évidemment, mais on parlera de beaucoup, beaucoup de sujets, hein. L'objectif, c'est véritablement d'essayer de couvrir le plus de sujets possible. Et encore une fois, surtout, n'hésitez... Salut Stéphane, comment tu vas? N'hésitez surtout pas à poser vos questions si vous en avez, c'est vraiment le moment. Partez du principe que si moi je pose des questions, si avec Nico on discute, etc., dès qu'on voit votre question, on s'arrête, on essaiera d'y répondre de la façon la plus construite possible. Donc voilà, prenez ce moment pour vous, pour véritablement réussir à, si vous avez des peurs, à les casser, à les mettre de côté, à les surmonter, parce que c'est quand même extrêmement important et qu'on est, enfin je pense que je suis persuadé que c'est en parlant et en discutant avec des personnes, en ayant la capacité justement de partager, que l'on peut créer de façon concrète son projet professionnel. Donc c'est l'objectif de cette émission. Si voilà, vous êtes étudiant, si vous êtes déjà confirmé engagé, ou même si vous êtes encore voilà, en train de préparer le baccalauréat, etc., n'hésitez vraiment pas, hein. C'est ici qu'on pourra discuter de tout, on essaiera d'y répondre de la façon la plus concrète possible. Surtout que vous avez quand même un sacré spécialiste aujourd'hui, parce que Nico justement avait fait beaucoup d'infographies à ce sujet, et donc c'était vraiment super intéressant. Donc si vous ne le suivez pas sur Twitter, déjà je vous invite à aller le suivre, parce que c'est quand même un must-have pour toute personne qui aime l'e-sport et qui se respecte. Salut Papy Alex, salut Guimauve, merci beaucoup d'être là. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à aller le suivre et puis on va pouvoir discuter de tout ça avec lui. Donc pour vous expliquer un petit peu, voilà, vers 10h05, je ferai une très courte pause. Bonjour Xavier, merci d'être présent. Merci MacPouf, ça me fait super plaisir de voir que vous êtes si nombreux alors que mon émission vient à peine de commencer. N'hésitez pas à aller prendre votre café. Dans quelques minutes, on va accueillir Nico dans 3 minutes environ. Mais donc voilà, l'idée véritable, c'est si vous avez des questions, des inquiétudes par rapport à l'e-sport, aux opportunités pro, n'hésitez pas à les poser. C'est avec plaisir que Nico y répondra. C'est avec plaisir qu'on essaiera voilà, de dialoguer à ce sujet. Parce qu'il faut savoir que c'est un champ qui commence à se construire et que Nico fait partie des personnes qui, à travers la recherche, vont réussir justement à la fois donner de la visibilité, mais aussi à le solidifier en quelque sorte, du moins à lui donner une crédibilité scientifique. Donc ça, c'est super important, évidemment, et il pourra vous apporter pas mal d'éléments de compréhension. Donc si vous n'avez pas de questions, je vais peut-être rapidement me présenter parce que je vois qu'il y a quand même près de 11 spectateurs qui ne me connaissent pas. Pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup, je m'appelle Krios, enfin, c'est mon pseudonyme sur Twitch. Vous pouvez me retrouver aussi sur LinkedIn sous le nom de Romain Janvier. Je suis étudiant du coup en ce moment en marketing et com à l'ESCP et je vais être du coup en stage de fin d'études dans environ un mois à peu près maintenant chez Ubisoft en tant que brand manager assistante. Et donc je suis passionné par l'e-sport depuis très longtemps. Je suis beaucoup de structures. Je suis notamment à la scène française de League of Legends, la scène européenne et puis d'ailleurs d'autres scènes à travers le monde. Et je m'intéresse énormément à l'e-sport aussi bien à travers les opportunités pro que les opportunités associatives. C'est pour ça que depuis maintenant quelques temps, je suis community manager sur LinkedIn pour Reserve eSport, un super club associatif que je vous invite à suivre d'ailleurs si c'est pas déjà fait. Voilà pour ma petite présentation. Ce qu'on va faire, c'est que je prends une très courte pause pour contacter Nico et pour mettre en place le stream. Et dans environ 2-3 minutes, on est de retour. Et comme ça, on pourra commencer la discussion. A tout de suite.
Alors, me revoilà et dans quelques secondes, vous devriez voir apparaître le seul, l'unique Nico qui est en plus au soleil sur un super setup. Salut Nico, comment est-ce que tu vas? Est-ce que déjà tu m'entends correctement? Tout va bien? Je t'en- je t'entends parfaitement et je vais très très bien, je te remercie. Super. Est-ce que tout le monde l'entend correctement? Est-ce que vous nous voyez aussi? Si tout se passe bien, n'hésitez pas à me le dire, comme ça moi j'ai un petit retour. Parce que en effet, en fait, mon retour actuel, genre par rapport à mon stream, est un peu compliqué. Et puis bah, dès que j'ai la confirmation du chat que tout se passe bien, on va lancer la discussion. Déjà, comment est-ce que tu vas ce matin ensoleillé? Bah, ça va plutôt bien, franchement. J'ai pas beaucoup dormi, je dois avouer. J'ai corrigé des mémoires jusqu'à tard hier soir encore, mais voilà. Sinon, tout Ah va là très là, bien et puis c'est l'enfer des agréable ce temps, mémoires. quoi. Aussi bien pour Je les sais pas étudiants que si pour c'est les un. professeurs. Ouais, je pense que ça l'est plus pour les étudiants quand même, très honnêtement. Ouais, je sais pas, je suis en train d'en écrire un, on verra peut-être que certains professeurs s'arracheront les cheveux quand je l'enverrai, mais voilà, du coup, on va commencer tranquillement. Est-ce que tu pourrais déjà te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas sur ce stream, expliquer un petit peu ce que tu fais, ce que tu as fait, etc. Ouais, tout à fait. Donc, je m'appelle Nicolas et je suis enseignant-chercheur en STAPS à l'Université de Paris. C'est-à-dire que je donne des cours aux étudiants qui, généralement, on va dire, se prédestinent à devenir enseignants d'EPS en collège et en lycée, mais pas que. Et Mhm. puis, l'autre moitié de mon temps, c'est de la recherche. Donc, moi, Ah, c'est plutôt en sciences humaines et sociales, hein, de la socio, de l'anthropo, de l'ethno. Et mon objet de recherche depuis mes travaux de thèse qui avaient été entamés en 2012 et que j'ai soutenu en 2016 concerne l'e-sport. Donc je m'intéresse à beaucoup de thématiques autour de l'e-sport et c'est principalement le cœur de mes recherches. Et puis parallèlement à ça, j'ai une activité associative puisque depuis maintenant 2 mandats, je suis le vice-président en charge des questions de santé, de société et d'éducation au sein de l'association France e-sport, qui est une association qui tente tant bien que mal d'essayer de faire la promotion de l'e-sport auprès des pouvoirs publics et de défendre les intérêts du secteur auprès du gouvernement, des ministères et puis des collectivités territoriales. et déjà c'est incroyable, c'est passionnant, on reviendra sur tout ça, j'essaierai de te poser des questions dans l'ordre pour pas que je me perde, etc. Juste là, je rebondis, pourquoi tant bien que mal? Est-ce que c'est si compliqué que ça aujourd'hui de défendre ces questions-là auprès des pouvoirs publics? Est-ce que c'est des questions Alors, qui sont peu mises en avant? oui, parce que de manière générale, les missions de Francis Sport, qui sont donc de représenter le secteur auprès des pouvoirs publics, elles sont pas évidentes parce que structurer un secteur, c'est quelque chose qui est long et pour lequel en plus il y a beaucoup d'attentes, surtout sur le secteur e-sportif. Ensuite, il n'y a pas d'organe de gouvernance légitime, c'est-à-dire que nous, on n'est pas un organe de régulation chez C'est Francis vrai. Sport, donc à ce titre-là, encore une fois, les jeux vidéo sont la propriété intellectuelle des éditeurs et donc c'est eux qui comme c'est leur propriété intellectuelle, c'est eux qui régulent ces jeux vidéo. Et bien que les éditeurs fassent partie de France Sport, bah forcément, des fois, on peut pas avancer aussi vite qu'on l'aimerait. C'est pas aussi évident que ça. Ensuite, on n'est pas une fédération au sens sportif du terme, donc il n'y a pas d'obligation à être représenté par Francis Sport. Donc on a des acteurs qui, forcément, se disent que cette association, elle n'est pas forcément utile dans leur dans le secteur ou en tout cas pour leurs propres activités. Et puis les pouvoirs publics, c'est un peu comme tout, c'est que ça va, ça vient. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on tombe sur des personnes qui sont tout à fait Hmm. ouvertes C'est vrai. à cette thématique qu'est l'e-sport. Ça a été le cas sur les 3-4 dernières années. Et puis parfois, suite à des changements, suite à des élections ou des choses comme ça, l'e-sport devient peut-être moins une priorité. Et puis là, on est sur une période de crise sanitaire où il y a d'autres priorités pour les pouvoirs publics, que ce soit la santé, l'éducation, l'emploi et des choses comme ça qui sont tout à fait légitimes de les faire passer en priorité. Et l'e-sport, à ce titre-là, tout d'un coup devient plutôt secondaire. Donc, bien qu'on ait envie d'avancer sur des sujets, on a moins de soutien. Voilà. Hmm. Ce qui est assez paradoxal quand on voit qu'il y a eu une grosse prise de conscience justement du phénomène e-sport, enfin grâce, à cause du confinement peut-être, et paradoxalement c'est vrai que c'est pas la priorité numéro un, je pense, des pouvoirs publics, mais on en rediscutera dans la seconde partie de cette interview parce qu'on a pas mal de questions justement, je vois qu'on a déjà pas mal avancé. Est-ce que tu pourrais d'abord nous dire un petit peu quel est ton parcours et est-ce que pour toi le jeu vidéo était une passion? Est-ce que c'est ça qui t'a vraiment amené aujourd'hui à découvrir ce monde qu'est l'e-sport et à t'engager dans la recherche? Alors, bon, je vais répondre d'abord à la deuxième partie de ta question. Le jeu vidéo, c'était pas vraiment une passion. Ça a jamais été une passion comme Hmm. ça peut l'être pour beaucoup d'autres gens dans ce secteur-là. Ouais. Quelque chose. Euh, le jeu vidéo, on va dire une pratique, un loisir auprès duquel je suis passé un peu à côté. Moi,
disons que je viens vraiment du monde sportif. C'est ça que je faisais quand j'étais petit, ado. J'étais très impliqué dans différentes pratiques sportives et dans des clubs. Mhm. Et jamais chez moi c'était un problème de jouer aux jeux vidéo, mais ça m'intéressait pas plus que ça. Mais par contre, j'avais des amis pour qui c'était hyper important. Donc moi, j'ai, on va dire, vraiment commencé à découvrir le jeu vidéo au collège par l'intermédiaire de copains qui les week-ends nous invitaient à jouer à la Nintendo 64, à GoldenEye, à Snowboard 1080 ou des jeux comme ça. Et puis vraiment là où j'ai me suis pris d'affection pour un jeu en particulier, c'est en 98 avec la sortie de StarCraft, la première itération de StarCraft. Moi, je rentrais au lycée. Je rentrais en seconde et à cette époque-là, il y avait encore beaucoup de salles de jeux en réseau et il y en avait une juste à côté de mon lycée qui est une salle de jeux en réseau qui s'appelait Aquirion, qui était gérée par Nicolas Serrato, Incolas pour ceux qui le connaissent et c'était vraiment à 100 mètres de mon lycée, donc on allait jouer à StarCraft, voilà, juste à la sortie des cours et c'est là où j'ai découvert que j'étais très mauvais et On est deux que comme si ça, on est j'ai deux. ouais, voilà. Et si si les autres étaient bons, c'était pas lié à de la chance, c'était lié principalement à des compétences. C'est aussi là où ça m'a un petit peu frappé, on va dire. Ouais. Et puis, ces amis du collège sont restés mes amis encore aujourd'hui. Et parce que je m'intéresse à mes amis, bah forcément, j'ai continué à m'intéresser à ce qu'ils faisaient. Et notamment, pour certains, il y en a quelques-uns qui aujourd'hui travaillent dans le secteur de l'e-sport. Et donc, c'est comme ça que au moment de poursuivre mes travaux de recherche, je me suis dit, tiens, ça pourrait faire un sujet intéressant, surtout que grâce à certains de ces amis, j'avais accès à un terrain d'études privilégié qui était notamment la scène des jeux de combat. Donc voilà comment j'en suis venu là. Et donc pour répondre cette fois-ci à la première partie de ta question, mon parcours il est assez classique, quoi. En gros, j'ai fait un bac S, à la suite de quoi, au grand désarroi de mes parents, je suis allé m'inscrire en STAPS. C'était pas trop ce qu'ils espéraient, quoi. Donc, mais je savais que je m'inscrivais en STAPS sans vouloir devenir enseignant de PS, parce que je savais que c'était pas ça qui m'intéressait spécialement, mais je savais pas trop quoi faire. Ouais. Donc mes premières années de STAPS se sont passées de manière un peu chaotique. Des fois je validais, des fois je validais pas. C'était parce que j'avais pas vraiment de projet professionnel derrière. Et puis c'est à partir d'un moment où c'est surtout avec le master où je me suis inscrit un peu sans vraiment savoir pourquoi dans un master en sciences sociales appliquées au sport et où là pour la première fois j'ai vraiment pris du plaisir à venir en cours, à discuter avec les enseignants, ne serait-ce que pour la première fois, en fait, on nous demandait pas juste de rabâcher ou de recracher ce qu'on nous avait appris en cours, mais on nous demandait en fait de prendre position, d'argumenter, de défendre nos visions quoi et nos représentations. Et donc là, je me suis pas mal épanoui là-dedans et c'est comme ça que j'ai décidé de m'investir dans la recherche alors que c'était pas du tout quelque chose que j'avais anticipé ou j'avais prévu quoi c'est un peu ouais, des aléas du parcours quoi. Et après ma thèse, j'ai fait ensuite un postdoc, donc c'est encore une année de recherche au sein de l'INSEP, qui est l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, auprès d'athlètes de très haut niveau, donc des Olympiens, des Olympiennes, des Paralympiens et des Paralympiennes, sur leurs conditions de préparation pour les Jeux. Et, euh, et c'est là où je me suis dit, il y a quand même des liens à faire entre ce que j'analyse dans le sport, mon objet de recherche qui est l'e-sport, ça devenait assez évident. J'ai eu la chance en 2019 d'être recruté comme maître de conférence à l'Université de Paris. Je dis vraiment la chance parce que c'est aujourd'hui l'état de l'enseignement supérieur et de la recherche est tel que il y a beaucoup de gens très 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 brillants et même bien plus brillants que moi très honnêtement qui malheureusement restent sans poste. Et moi, je pense que ce qui a joué aussi, c'est que j'étais sur un objet de recherche un peu innovant, qui questionnait pas mal le champ des STAPS, c'est que ça donnait envie, alors que j'ai des collègues qui font des trucs incroyables, mais sur des sujets qui sont peut-être moins sexy, quoi, et moins Mhm. d'actualité. Ouais, Voilà. complètement. Bah, de toute façon, pour le coup, moi aussi, j'étais parti pour faire de la recherche et très vite, j'ai pas eu ton courage d'affronter les peurs et les inquiétudes de ne pas trouver après deux thèses et 15 ans d'études une place en tant qu'enseignant-chercheur. Du coup, j'ai rebondi Je sur sais le pas, marketing et la com, mais je sais pas si c'est du courage ou de l'inconscience, tu vois. un Je peu me des deux, je questionne pense. C'est un, encore. un savant mélange de courage et d'inconscience, mais de toute façon, il faut construire. Enfin, c'est ça qui est super intéressant dans ce que tu nous dis, c'est que quand tu as commencé tes études, tu savais pas nécessairement où tu Non. voulais aller, c'est que tu as construit ton parcours en fait au fur et à mesure, et ça, c'est super intéressant. Enfin, je veux dire, je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes, c'est mon cas et c'est ton Bah, cas, ouais, non, et mais pour c'est. moi, le drame, c'est qu'aujourd'hui, on demande à des lycéens
de choisir ce qui va déterminer leur vie. À savoir notamment avec Parcoursup, hein, on leur demande Ah, ça, de c'est... faire des choix qui vont déterminer toute leur vie. Et, euh, et moi aujourd'hui, si j'étais lycéen et que j'étais confronté à Parcoursup, mais c'est évident, c'est certain que je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui. C'est-à-dire, je pense que j'aurais même pas été accepté en STAPS, très honnêtement, pour ce que je vois aujourd'hui, comment ça se passe. Et je suis de l'autre côté de la barrière, donc c'est moi qui dépouille, on va dire, les candidatures par Parcoursup pour la fac, entre autres. Et très honnêtement, je vois des élèves qui sont brillants, qui ont des super notes, mais juste parce qu'ils n'ont pas d'activité associative dans le sport, bah, se font déclasser ou des choses comme ça. Et moi, ça aurait été l'inverse. J'étais pas un élève très brillant, mais par contre, j'avais beaucoup d'implications dans les associations sportives, mais je pense que ça serait pas passé, quoi. Et sans même parler, même les masters aujourd'hui, pour pouvoir rentrer en master après une licence, bah, ça se fait sur sélection, sur dossier. Et très honnêtement, à la fin de ma licence, je suis pas certain que j'aurais eu un dossier suffisamment bon pour être accepté dans un master, quoi. Donc, ouais, c'est pour ça que j'insiste toujours un peu sur le fait que, enfin, rappeler que moi, bah déjà, pour le dire très honnêtement, j'ai redoublé au lycée, hein. J'ai redoublé au lycée et j'ai fait une licence en 5 ans, quoi. C'est-à-dire que il y a eu des moments où je me suis perdu. J'ai tenté, pour le dire simplement, à un moment j'ai voulu être tailleur de pierre, à un autre moment j'ai voulu être fleuriste, à un autre moment j'ai voulu rentrer dans la marine marchande. Je me cherchais, quoi. Je savais pas où j'allais et jusqu'à mes 33 ans, 34 ans, jusqu'à la fin de ma thèse, je savais pas vraiment ce que j'allais faire de ma vie, quoi. Hmm. Mais c'est ça qui est passionnant en fait, c'est qu'en fait on construit notre parcours en avançant et en allant, et c'est vrai que bah, aujourd'hui c'est malheureux d'avoir des sélections en fait qui se font aussi jeunes et surtout sur des critères qui sont parfois bah, inégalitaires, hein, très simplement. Ça j'en ai fait un petit peu, j'avais étudié justement la question des concours et de l'égalité des chances avec un petit peu le mythe de la méritocratie en France, et on le voit très rapidement que c'est un mythe en fait, et que très sincèrement plus on monte dans les études et plus il y a une surreprésentativité de certaines classes et une sous-représentation pardon, d'autres classes. Mais ça, ce serait un sujet ultra intéressant à aborder. On a plein de questions sur l'e-sport. Du coup, si je commence à partir, on va pas réussir un petit peu à cadrer cette Oui. interview. Du coup, bah, c'est assez intéressant parce que t'as pas toujours voulu travailler dans ce domaine-là, mais du coup, ce projet-là, il a mûri, il a grandi avec toi. Et aujourd'hui, est-ce que tu te vois encore continuer à travailler justement dans l'e-sport? Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment, c'est un champ qui a même de développer, enfin, de se faire développer grâce à la recherche ou pas? Oui, alors je sais pas si je travaille dans l'e-sport très honnêtement. Ouais, c'est Ce tout que à j'ai fait en tendance à fait. dire, c'est moi je dis que je travaille sur l'e-sport, c'est-à-dire que l'e-sport me permet, enfin, je gagne pas d'argent. Moi, mon activité au sein de Francis Sport, elle est associative, je suis bénévole. C'est pas ma Ouais. rémunération et elle est confortable parce qu'à côté, en plus, je suis enseignant chercheur et que je suis fonctionnaire. Donc, c'est-à-dire que moi, ça enfin, c'est l'un des gros avantages d'être enseignant chercheur et maître de conférence, c'est que tu as un salaire qui tombe tous les mois quoi qu'il se passe, quoi. Donc c'est ce qui me permet de dégager du temps pour m'investir dans des activités associatives sans chercher à forcément en faire mon métier, quoi. Après, définitivement, je crois que je continuerai toute ma vie à travailler sur l'e-sport. C'est-à-dire que c'est mon objet de recherche, ça m'intéresse. Je me suis découvert à la fois une passion, mais surtout beaucoup d'affection pour ce secteur-là, avec aussi comment dire, toutes les dérives qu'il peut y avoir à l'intérieur, mais il n'y a aucun secteur qui a pas d'inconvénients et qui souffre pas de dérives et de déviance, mais j'ai Mhm. rencontré des gens avec qui je m'entends très bien et surtout il y a tout à faire quoi. C'est-à-dire que vu que c'est un champ de recherche en tout cas qui est à peine à ses balbutiements, quoi, même si les premiers travaux de recherche remontent maintenant à une vingtaine d'années, mais ça fait surtout 4 5 ans qu'on observe qu'il y a un réel intérêt du milieu universitaire et académique pour le secteur. C'est là où le champ est en train de se structurer et moi je suis euh, hyper hyper enthousiaste et je trouve ça hyper stimulant en fait de voir tout ce qui se fait aujourd'hui, quels que soient les champs disciplinaires, que ce soit en psycho, en physio, en bioméca, en droit, en sciences de l'information et de la communication, en game studies, en play studies, en sciences de l'éduc, en sociaux, en Ouais, ethno bien c'est évidemment, très vaste, et très large. exactement. Et donc définitivement, enfin. Et puis surtout, je crois que je saurais pas faire autre chose d'autre, quoi, tu vois. Non, mais c'est-à-dire que je me suis tellement spécialisé sur ce secteur-là, euh, et je suis Mhm. tellement identifié en plus comme ça, que bien évidemment, moi j'ai envie de continuer à approfondir. Puis j'ai plein de questions. C'est peut-être pour ça que j'ai fait de la recherche. C'est que moi j'ai toujours eu des questions auxquelles j'avais pas de réponse, et j'avais envie d'en discuter avec des gens. Je pense que si je fais de la recherche, c'est parce que je suis
curieux entre guillemets, ou en tout Ouais. cas parce que voilà, j'ai envie de discuter avec les gens. J'aime bien, certains diraient me prendre la tête. Moi, j'aime bien surtout essayer de comprendre les choses, quoi. Et il y a rien qui me stimule plus que ça. Et aujourd'hui, concernant l'e-sport, que ce soit des questions autour de sa gouvernance, de son institutionnalisation, de son rapport avec le sport, avec les Jeux Olympiques, avec je sais pas, les populations qui sont marginalisées ou des choses comme ça. Toutes ces thématiques-là, j'ai encore plein de questions qui m'animent et sur lesquelles j'ai envie de travailler, quoi. Bah, de toute façon, ça ne peut être que passionnant. Je vais juste reprendre une question de Cassé Xavier avant de rebondir sur ce que tu viens de dire, parce Ouais, que voilà, il participe dans le chat quand même. c'est Est-ce que cool. tu quitterais? Ah, Vous aviez. c'est plus une proposition d'emploi qu'une question, mais est-ce que tu quitterais ton statut pour aller bosser dans un club ou dans un éditeur? Alors pour être totalement transparent et écoute déjà coucou Xavier, je te remercie d'être là. À la fin de mon postdoc déjà, donc Hmm. c'était en 2018, avant de savoir que j'aurais la chance d'avoir un poste à la fac, j'ai postulé dans deux structures de l'e-sport. Je l'ai déjà dit, hein, la première je suis allé postuler chez Riot Games parce qu'ils étaient en train d'ouvrir leur bureau en France, et la deuxième je suis allé postuler, enfin j'ai envoyé une lettre de candidature à Vitality à laquelle enfin Vitality m'a jamais répondu à cette époque-là. Ça se passait bien avec Riot qui était en train d'ouvrir comment dire, ses bureaux, mais j'ai eu la chance d'avoir le postdoc à l'INSEP qui s'est proposé au même moment, Ouais. et comme mon ambition, ça restait quand même de faire de la recherche autant que possible. C'est beaucoup plus difficile de revenir dans la recherche si on sort du service public que l'inverse. Ça veut dire que si on reste dans la recherche, ensuite c'est toujours possible d'en sortir, quoi. Et aujourd'hui, on m'a un peu démarché, c'est peut-être un bien grand mot, mais on m'a fait des propositions dans le secteur, dans des belles structures françaises dont j'apprécie le travail. Et pour l'instant, je les ai toujours refusées, mais c'est pas une porte que je ferme. C'est-à-dire que vu l'état actuel de l'enseignement supérieur et les difficultés qu'il y a, c'est lourd et ça peut. Moi, je suis un peu un idéaliste et j'avais beaucoup idéalisé l'université. J'en suis beaucoup revenu. Et en tout cas, c'est pas une porte que je ferme, mais par rapport à ce que j'ai envie de faire pour l'instant, en tout cas, j'ai pas envie d'abandonner à la fac, et j'ai envie De enfin, persévérer. les missions, ouais, et puis les missions de service public, c'est quelque chose auquel je tiens énormément, et même si je vois le démantèlement du service public depuis plusieurs gouvernements d'affilée, aujourd'hui, j'ai toujours envie d'y croire et de me dire, il y a, enfin voilà. Transmettre des compétences, des connaissances, des savoir-faire, des savoir-être à des étudiants, je trouve ça hyper valorisant, bien que, bien évidemment, aller travailler pour des super structures comme des équipes professionnelles internationales comme peuvent l'être aujourd'hui la Carmine Corp ou Vitality ou d'autres, ou des éditeurs internationaux comme Riot ou je sais pas, Ubisoft, Electronic Arts, c'est aussi c'est des challenges qui sont hyper intéressants. Mais voilà, je ferme pas la porte, mais pour l'instant, c'est pas le choix que j'ai pris. Ouais, complètement. Bah, d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu dis par rapport à la Carmine Corp et pour rapport au sujet de recherche qui serait intéressant. Moi, c'est quelque chose que j'aimerais développer dans ma thèse professionnelle. Alors après, j'ai pas ton expertise ni voilà, ton expérience dans ce domaine-là, mais un domaine que j'aimerais beaucoup étudier, c'est la question de la marque. Parce que dans l'e-sport, enfin, souvent quand on pense à un club de foot par exemple, on va penser à une marque qui va être attachée à une localité. Enfin, on pense Marseille, les supporters de Marseille sont principalement à Marseille. Mais on n'a pas cette dimension-là dans l'e-sport, parce que c'est des clubs qui sont bah, nationaux pour la plupart, voire parfois européens. Et donc, comment réussir à véritablement développer la marque pour véritablement réussir à créer une communauté sous-jacente, justement, à notre équipe? Ça, c'est une question qui, je pense, serait ultra intéressante. Enfin, on pourrait en discuter pendant super longtemps, mais j'essaie un petit peu de commencer à faire des recherches à ce sujet-là, parce que le marketing, c'est pas simplement faire de l'argent méchamment, mais ça peut être aussi de développer la question de qu'est-ce que la marque finalement. Et je pense que dans l'e-sport, c'est un sujet qui pourrait être intéressant. Bah là, ce que tu soulèves, c'est la question de la territorialisation. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, le monde du sport essaie d'avoir une activité globale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu regardes le PSG, ils en ont rien à faire d'être Ouais. attachés à Paris. Enfin, tu vois, ils À, essaient de Tai- faire rayonner leur marque club en Asie grâce à à Disport, Taïwan, justement. ouais. Ouais. Exactement, tu vois, Manchester ou le Real ou le Barça, eux, leur intérêt, c'est plus d'être sur leur territoire, c'est d'être des marques globales. Et aujourd'hui, ce qu'on demande à l'e-sport, c'est d'essayer de se territorialiser. Mhm. C'est un peu le mouvement inverse. Est-ce que c'est un
bon choix? J'en ai aucune idée. Je suis pas du tout assez compétent pour le dire, mais Ouais, en tout cas, c'est ce que j'observe, c'est qu'il y a un peu un phénomène de croisement entre les deux processus qui est assez rigolo, quoi. Je pense que la grande force de l'e-sport, c'est d'être de base sans frontières. Et vu qu'il y a Xavier, lui, il l'a expérimenté chez OG, hein, forcément, il l'a souvent répété, c'est que c'est une marque globale où la majorité des fans, ils étaient en Asie, et c'était la grande force de OG, ouais. alors qu'on l'associait beaucoup à une équipe française parce qu'il y avait Xavier, parce que surtout il y a Seb à l'intérieur, bien évidemment, mais c'est que c'était surtout une équipe globale, quoi. Ouais, Et complètement. ça, c'est la force de l'e-sport, quoi. Clairement. C'était aussi une structure qui avait de grosses performances sur des jeux qui étaient peut-être un peu moins populaires en Occident et qui a été plus développée en Asie aussi. Ok, Ouais, bah donc bien finalement évidemment. la fanbase s'est créée autour du jeu. Enfin, ça, c'est des questions qui sont passionnantes. Et j'ai plein de questions sur le chat, donc je vais essayer de te les Ah poser. oui. Il y a Ouais. Joylin Stream, pardon si je prononce mal ton pseudo, qui dit que est-ce que c'est compliqué d'intégrer Riot Games après qu'il se soit installé notamment sur Paris et en France, ou est-ce que pour toi, c'est pas nécessairement une difficulté ça, tu Très peux pas. honnêtement, C'est- non, mais j'en ai aucune idée. Non, Ouais, en ouais, fait, c'est que j'en ai aucune idée. C'est que moi, j'étais en train de rentrer dans le processus de recrutement à ouais, ce moment-là, au moment où ils se sont implantés. Pour ceux qui le connaissent, c'était Marco qui me faisait passer les entretiens, qui est maintenant chez Solari. Ça se passait très bien. Et puis c'est moi qui leur ai fait un peu un sale coup entre guillemets, où on était en train de discuter. Et le lendemain, je les appelle en leur disant, bah en fait, j'ai eu une proposition pour bosser à l'INSEP. Je suis désolé, je me retire du processus de candidature, quoi. Donc, ouais, je sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. Moi, je vois des gens qui intègrent le bureau parisien. On a des personnes, des bénévoles qui sont passés chez Francis Sport et qui aujourd'hui maintenant travaillent au sein du bureau parisien de Riot Games. Je pense que c'est pas spécialement plus compliqué que dans d'autres boîtes, quoi. C'est-à-dire ouais. que aujourd'hui, c'est sûr qu'à intégrer Riot Games ou un éditeur, c'est passer beaucoup d'étapes, quoi. C'est-à-dire c'est plein d'entretiens, c'est à la base déjà le CV, la lettre de motivation, et puis ils ont beaucoup de demandes, donc ils sont en position de force parce que tout le monde rêve de bosser, de devenir rioteur, quoi, ce que je comprends tout à fait. Et moi, disons que là où j'avais un avantage quand moi j'ai postulé, c'est que personne savait à ce moment-là que Riot était en train d'ouvrir des bureaux en France. Enfin, c'était il n'y avait pas grand monde qui était au courant, quoi. C'était les tout débuts, donc il n'y avait pas grand monde qui postulait. Aujourd'hui, la Hmm. difficulté, c'est que n'importe qui, il y a énormément de monde et à juste titre qui rêve d'intégrer Riot, quoi. Et donc, bah, on est confronté à une compétition un peu drastique entre étudiants pour avoir ne serait-ce que déjà un stage et puis ensuite potentiellement C'est à ça. avoir un poste, quoi. Après, pour le coup, C'est pour délicat. revenir sur moi, mon expérience perso, quand j'ai commencé à faire des recherches dans le domaine du jeu vidéo, donc chez les éditeurs, j'ai pensé principalement postuler chez Ubisoft, c'est faisable, hein. Il y a des gros processus de recrutement, c'est long, ça va prendre parfois, moi ça avait pris quasiment un mois, mais qu'en fait c'est mis en place, et puis il faut savoir aussi que bah, de plus en plus aujourd'hui, ils demandent des personnes qui sont pas nécessairement non plus des passionnés ou des chevronnés d'e-sport et de jeux vidéo, hein. Ça peut être aussi des profils qui s'y intéressent de loin et qui veulent justement apporter bah, leur vision à ce monde-là, donc vraiment n'hésitez pas. Et puis pour le coup, si vous avez des questions sur Ubisoft, plutôt que d'y répondre ici, contactez-moi sur LinkedIn, je me ferai un plaisir de faire un petit call avec vous, il n'y a pas de souci. Parce que pour le coup, moi j'ai eu un super process de recrutement, super smooth, aucun souci, très gentil et tout ça. Et ça s'est très bien passé. Et puis bon, c'est quand même un bel éditeur. Après, Riot Games, je connais un peu moins, peut-être plus tard, qui sait. Mais pour le Non, moment, je mais peux pas trop en parler. peut-être juste rappeler que la grande différence entre Ubi et Riot, c'est qu'Ubi, c'est une société qui est française et donc il y Oui, a aussi. énormément de bureaux en C'est vrai, France. Donc il y c'est a vrai, beaucoup de postes en France, là où c'est vrai. Riot, c'est juste un bureau en Mhm. France et sinon tout se passe bah, soit à Berlin, soit à Dublin, soit bah, surtout à LA, hein, à Irvine, et que donc en France, il y a moins il y a moins d'offres d'emploi chez Riot qu'il y en a chez Ubi. Et le conseil que je donne souvent aux étudiants, c'est d'avoir une vision globale et une vision internationale, et c'est donc déjà de bah, il faut parler anglais, quoi. C'est la base. Ouais, ça, Enfin, en tout cas, faut développer, il faut pas avoir peur d'essayer, même si on parle pas super bien anglais, mais il faut accepter que il y a un moment où l'anglais va être nécessaire et donc pas rester sur le marché franco-français et d'avoir des ambitions qui sont plus européennes, voire internationales, quoi. ouais. D'autant plus que je pense que pour l'e-sport, l'anglais c'est quasi la langue nationale, si on peut dire, de l'e-sport, hein, parce que quand on voit les clubs, même les clubs de LEC par exemple, sont quasiment tous européens. On peut penser à Fnatic, hein, qui a très longtemps été catégorisé comme un club européen et non pas anglais. Donc tout ça, c'est quand même, je pense que oui, en effet, l'anglais, mais même au-delà de l'e-sport, au-delà du jeu vidéo, aujourd'hui, s'il y a bien un super investissement à faire, c'est d'apprendre à parler anglais, peu importe, peu importe le domaine dans lequel vous êtes passionné. Je vois qu'il y a plein de questions, je vous laisse discuter. Il y a quand même Joy Stream qui pose une super question qui dit si tu pouvais choisir les thèmes de tutoriel à faire pour les associations e-sportives françaises, lesquels choisirais-tu? Quels sont les besoins d'information selon toi?
Bah, je connais Joylin, hein, on a déjà échangé pas mal de fois sur ce sujet. Aujourd'hui, le souci, c'est que comme je disais, il n'y a pas d'organe régulateur de l'e-sport en France. Personne peut se prétendre être la fédération de l'e-sport. C'est Ouais. impossible. C'est les éditeurs qui ont ce rôle-là. Donc en fait, les éditeurs, il faut jamais oublier que leur objectif, c'est de maximiser leurs profits. Qu'est-ce qui permet de maximiser les profits dans l'e-sport? C'est les ligues, enfin en tout cas, c'est les compétitions internationales et professionnelles. C'est là où ils vont pouvoir attirer des audiences, attirer des nouveaux joueurs ou en tout cas faire de la rétention de joueurs. C'est ça qui va leur permettre d'avoir un retour sur investissement. L'écosystème amateur, ça leur permet pas d'avoir de retour sur investissement, en tout cas de revenus. Dans le sport, c'est la même chose, hein. Le sport amateur, ça rapporte pas d'argent. Sauf que le sport amateur, vu que c'est intégré dans une mission de service public, c'est la solidarité qui finance le sport amateur. Aujourd'hui, c'est en payant mes impôts que ça participe à donner des subventions à toutes les petites associations sportives, culturelles et ainsi de suite. Et donc, l'objectif du sport amateur, c'est pas de gagner de l'argent, mais il est soutenu par l'État. Aujourd'hui, dans l'e-sport, l'écosystème amateur, les associations e-sportives sont pas soutenues par l'État parce qu'il n'y a pas encore une fois, c'est pas rattaché à un ministère, il n'y a pas d'agrément avec un ministère. Et donc, on observe finalement un éparpillement de l'écosystème amateur très fragmenté avec des pratiques très autodidactes où les gens font comme ils peuvent avec ce qu'ils peuvent. Moi, je trouve ça hyper bien, mais c'est-à-dire qu'on a une grande pluralité de résultats à la fin. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont, comment dire, très bien intentionnés et en plus très compétents et qui continuent à essayer de faire de leur mieux et ça donne ce que moi j'appelle des réussites associatives dans l'e-sport, hein. Pour en citer quelques-unes, en tout cas moi que je trouve assez sympa et qui durent depuis longtemps, que ce soit Exalti, que ce soit les Orcs de Grand Poitiers, Nanti Sport, Auserve, je pourrais en citer d'autres comme ça, mais qui réussissent à mon sens plutôt bien et qui ont une belle résonance et qui sont là depuis longtemps. Et puis il y a d'autres cas où c'est soit par manque de compétences, soit parce que les personnes sont pas, enfin c'est même pas lié à de la méconnaissance, bah on se retrouve avec des associations qui sont mal dirigées, avec des dérives et ainsi de suite quoi. J'ai vu Joylin répondre sur un serveur Discord qu'on a en commun de quelqu'un qui faisait un appel à Membre candidature du pour bureau. Je crois ouais qu'on est voilà sur ce pour être Discord. membre, J'ai vu ça ouais aussi. voilà pour être membre du bureau, alors que c'est pas, ça doit passer par des élections et tout ça. Et donc c'est un manque moi c'est ce que j'appelle, c'est un manque de culture associative, quoi. Mhm. Et donc si aujourd'hui il y avait des choses à mettre en place, c'est évident que, à mon sens, il faut transmettre cette culture. Une culture, ça se transmet, ça s'apprend, et donc c'est donner des outils aux assos pour les accompagner et ainsi de suite. Et et alors là, tout le monde sera pas forcément d'accord, mais moi je trouve que le rapprochement avec les associations sportives est assez intéressant parce que les associations sportives, type club omnisport, Ouais. de communes et ainsi de suite, c'est généralement des assos qui existent depuis 20-30 ans, qui ont cette culture associative, mais qui comprennent rien à l'e-sport, mais qui souhaitent d'une certaine manière développer Ouais. l'e-sport Mhm. enfin, pour attirer de nouveaux pratiquants chez eux et ainsi de suite. Et les associations e-sportives, elles n'ont pas du tout cette culture associative, mais par contre, organiser des petites compétitions les week-ends, faire des animations, ça, elles savent le faire. Et je trouve qu'il y a un intérêt à fusionner, en tout cas, tous les exemples de partenariats, de rapprochement que j'ai observés entre des associations sportives, multisports ou juste d'un seul sport et des associations e-sportives, généralement, c'est des échanges de compétences que je trouve très intéressants. Ça bénéficie à ces associations sportives parce que bah, elles peuvent mettre en place des activations, enfin tu vois, des petites compétitions autour de Ouais. FIFA, autour Mhm. de NBA 2K ou de quoi que ce soit, tu vois, ou de Rocket League. Et surtout, c'est que je vois que ça bénéficie énormément aux associations e-sportives parce que ça leur donne un cadre. Ouais. Elles comprennent enfin quels Et sont puis c'est. les droits, les devoirs, parce que c'est surtout ça que les associations elles oublient, c'est qu'elles ont des devoirs aussi. C'est faire des AG une fois par an, faire des conseils d'administration, avoir un modèle socio-économique qui permet à la structure d'être pérenne ou des choses comme ça. Et ça, elles peuvent, à mon avis, pas mal apprendre des associations sportives de manière générale. Donc j'ai pas de réponse claire pour Joylin, j'ai pas d'idée de tutoriel, mais je pense que parce qu'en plus, pour être très honnête, tout existe déjà. C'est-à-dire que aujourd'hui, si vous voulez créer une association, qu'elle soit e-sportive, culturelle, sportive ou quoi que ce soit, il y a plein d'informations sur le net. Il y a un site gouvernemental qui s'appelle association.gouv. Ouais. Déjà, il y a toutes les informations. Et il faut déjà faire cet effort-là, quoi. C'est aller prendre les informations là où elles sont. Après, tout le monde rêve de devenir le nouveau Vitality, quoi. Et je pense que les gens ont tendance à oublier que Vitality, ça s'est pas construit du jour au lendemain et que ça a mis du temps et surtout que tout le monde n'a pas les moyens de Vitality, hein. Enfin, je veux dire, c'est aujourd'hui Vitality,
Ouais, c'est notamment grâce à Xavier quand il y était, mais ils sont passés de 5 salariés à 45 Ah salariés oui, et c'est ils ont fait impressionnant. des levées de fonds et ainsi de suite. Donc voilà, faut faire les choses étape par étape et surtout, je pense qu'il y a besoin que chacun, d'une certaine manière, reste à sa place. Et je dis pas du tout avec de la condescendance, mais Oui, oui. on est une association. Des fois, c'est bien de rester. Vaut mieux être une très bonne association, donc dans l'écosystème amateur, que plutôt être une très mauvaise équipe pro dans le niveau professionnel, quoi. Y a Clairement. rien de pire que d'être dans l'entre-deux, je trouve. C'est la position la plus inconfortable. Je prends mon exemple dans le sport. Moi, je suis toujours dans mon club de basket. Je suis toujours adhérent de mon asso de basket et joueur et licencié. Et ben, nous, on a des jeunes des fois qui sont très bons et nos équipes, potentiellement, grâce à ces générations de jeunes, ça arrive une fois tous les 3 4 ans, elles pourraient monter en championnat régional, voire en championnat de France. Mais on sait qu'on n'a pas les moyens, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez de créneaux pour les Oui. entraîner, on n'a pas assez d'argent pour payer un entraîneur qui va pouvoir les accompagner, on n'a pas d'argent pour payer les déplacements au niveau national, et donc bah on refuse. C'est-à-dire que on accepte de dire bah non, on va pas monter à ce niveau-là, et le joueur, on lui propose parce qu'on a D'accélérer une on autre étape, connaît. quoi. On lui dit, bah, il y Ouais. a ce club-là avec qui on s'entend bien, on connaît très bien le coach, on a confiance en lui. Mhm. Si toi, vu ton niveau, tu veux pas t'épanouir parce qu'on te propose pas ce que tu rêves de faire, ben nous on est hyper heureux que tu ailles t'épanouir dans le club d'à côté dont avec qui en tout cas on travaille et on a confiance quoi. Donc voilà, et je Une pense que dans pépinière à l'e-sport il y talent, a aussi ça. finalement, quoi. Moi, je n'irai pas jusque là, hein. Très honnêtement, on n'est pas du tout une pépinière à talent. On a juste de la chance. Des fois, Oui, bien sûr. on a des joueurs qui passent par chez nous qui sont plus doués et on Mhm. essaie de les aider à s'épanouir. Mais on n'est pas un club formateur ou quoi que ce soit. On a un petit club de quartier et des fois, on a des jeunes qui passent qui sont très bons, quoi. Et voilà. Soit ils restent chez nous parce qu'ils n'ont pas du tout de velléité à s'investir. C'est des joueurs qui n'ont pas envie de faire d'efforts supplémentaires. Ils jouent juste sur leur talent. Et à ce moment-là, ils restent chez nous et nous, on en est ravis, bien évidemment. Soit ils ont envie d'avoir de tenter des choses plus importantes et on est aussi ravis de pouvoir les accompagner, enfin les accompagner c'est un grand mot, mais en tout cas leur dire bah va plutôt dans ce club-là parce qu'au moins là on en a confiance quoi. Complètement. Il y a Cassé Xavier qui te taquine, qui dit que Nico Fidel Bézon, que tu ne lâches jamais le micro. Oui, pardon, je suis désolé. Non, mais t'inquiète, non, non, il n'y a pas de souci, au contraire, c'est vraiment passionnant, c'est super, super intéressant. J'avais une question, je vais remonter un petit peu, j'avais une question de Stellan qui disait, il n'y a pas de branche e-sport dans le ministère des Sports actuellement, est-ce que selon toi ce serait souhaitable? Est-ce que ce serait quelque chose à mettre en place, à développer? Alors, c'est la position de Francis Sport et c'est aussi la mienne après quand même avoir pas mal étudié le Ouais. sujet. Pas du tout. Je pense pas que ce serait souhaitable. Il y a plein d'avantages à être reconnu comme un sport, mais il y a aussi plein d'inconvénients. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, le milieu sportif fédéral, il commence à souffrir de ce code du sport et des contraintes qui y sont liées. Aujourd'hui, il y a une différence majeure entre le sport et l'e-sport, c'est la présence de ces éditeurs qui détiennent la propriété intellectuelle Ouais, de leurs jeux c'est et très donc des intéressant. compétitions qui sont associées à ces jeux-là. Aujourd'hui, vous pouvez pas faire une compétition sans demander l'autorisation à l'éditeur. Et je trouve que dans ce cas-là, la grille d'analyse de l'e-sport, en tout cas la plus pertinente, c'est clairement pas celle du sport, c'est bien plus celle des industries créatives et culturelles. Je m'explique, comme la musique ou le cinéma. L'exemple que je prends souvent, c'est aujourd'hui dans l'industrie du cinéma, si demain j'achète le DVD d'Avengers et que je commence à le diffuser chez moi et que je dis aux gens, venez, vous payez 5 euros et vous pouvez venir voir Avengers chez moi, tout le monde comprendra que c'est normal que Marvel m'appelle et m'envoie un mail pour me dire oh Coco, t'es en train d'exploiter de manière marchande notre propriété intellectuelle, faut qu'on en discute quoi. C'est normal, ça appartient à Marvel. Et ben aujourd'hui, c'est la même chose avec ces jeux, c'est-à-dire que si je fais quelque chose avec League of Legends, bah c'est normal que Riot derrière, bah c'est leur propriété intellectuelle, Ouais. enfin, c'est pas tant qu'ils gueulent, mais qui gardent un contrôle dessus. Le problème, c'est que, comme on le disait, ces éditeurs, au niveau amateur, à l'exception peut-être de Riot, qui fait quand même pas mal de choses sur l'écosystème local et amateur, mais la plupart de ces éditeurs font pas grand-chose parce que ça ne leur permet pas de maximiser leurs profits. Donc il faut qu'il y ait une position qui soit claire, à mon sens, qui soit prise de manière assez claire de la part de ces éditeurs dans les prochaines années, c'est de dire, OK, on s'en occupe pas, mais par contre, on délègue. On délègue à des entités, que ce soit des fédérations, pas forcément Francis Sport, hein, je m'en fous, mais si c'est Francis Sport, tant mieux, mais on délègue, ou alors on crée de propres entités ad hoc, comme on dit, où on délègue au ministère, et à ce moment-là, c'est vous qui vous en occupez, mais qu'il y ait une position qui soit claire. Et aujourd'hui, c'est ce manque de clarté qui fait qu'il y a un peu tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, s'intégrer au ministère des Sports, à mon avis, serait une grossière erreur pour le monde de l'e-sport en France. C'est vraiment pour le cas français, parce que ça, à moins que les éditeurs le veuillent,
clairement, et à ce moment-là, ça serait fantastique. Mais si les éditeurs le veulent pas et qu'on force ça, c'est le risque de voir les éditeurs tout simplement se Mettre, braquer ouais, et, mettre fin et, et au... et quitter tout simplement le territoire français parce que Ouais, ce qu'on a tendance à oublier, c'est que aujourd'hui en France, on a une chance, je trouve, c'est d'avoir beaucoup d'éditeurs internationaux qui ont leur bureau en France. Ce dont bénéficient pas l'Espagne, la Suisse ou la Belgique, ils n'ont pas ces éditeurs-là. Donc eux, en Belgique, quand ils veulent développer des activités, ils sont obligés d'appeler la Californie ou d'appeler l'Asie. Mais bien évidemment que le siège, ouais, bah oui. le siège à Shanghai, il en a rien à foutre de Bruxelles, quoi. Et ça les intéresse pas. Et donc Complètement. c'est impossible. Nous, on a cette chance, c'est qu'aujourd'hui, tu veux faire quelque chose autour de League of Legends, tu peux aller voir Riot Games en France. Il y a des community managers, il y a des gens qui sont là pour t'écouter, qui développent la marque et les marques de Riot Games, puisqu'il y a plein de jeux aujourd'hui. Et donc, si les éditeurs se sentent lésés sur le territoire, ils vont se barrer. Et là, on se retrouverait, à mon avis, enfin, je veux dire, c'est un rapport de force qu'on peut discuter, hein. On peut très bien dire, tant pis, on fait sans eux, comme plein d'autres pays, mais ça mettrait un coup de frein. En tout cas, ça ralentirait, à mon avis, le développement du secteur sur le territoire. Et donc aujourd'hui, si c'est ce que je dis souvent, si le sport c'est le fruit de la révolution industrielle, l'e-sport est le fruit de la révolution numérique. Et aujourd'hui, le secteur de l'e-sport en France discute principalement avec le secrétariat d'État chargé du numérique, ce qui, à mon avis, fait plutôt sens et plutôt cohérent. Après, est-ce que c'est suffisant? Clairement, ma réponse, elle est non, c'est pas suffisant. Ça va pas assez vite sur certains aspects. Il y a plein de sujets qui sont extrêmement complexes, au-delà de la propriété intellectuelle, que ce soit pour la protection des joueurs, la protection des modèles économiques, des équipes et des organisateurs d'événements, cette question de la gouvernance de la part des éditeurs et tout ça. Il y a plein de sujets extrêmement complexes sur lesquels, à mon avis, il y a une nécessité aujourd'hui de se mettre autour d'une table et d'avancer sur ces sujets-là. Et ça avance pas assez vite, ouais, ça c'est sûr. Ouais, il faut continuer. En fait, il faut continuer l'effort. Et comme tu le dis, ce qui serait dommage, c'est que, étant donné qu'on veut se rapprocher de plus en plus d'une territorialité de l'e-sport, si on se met à dos à la fois l'éditeur ou les pouvoirs locaux et les pouvoirs publics, ça risque d'être compliqué d'avancer et on risque de mettre un frein d'arrêt, un gros coup de frein, du coup, malheureusement, à l'industrie de l'e-sport. Ce qui est bien, c'est que je suis le prisme de l'émission. Je ne pose pas les questions parce que le chat est ultra actif. C'est vraiment trop, trop cool. Il y a Jolene qui pose encore une fois une question passionnante. Du coup, je suis obligé de la poser. Je suis obligé de te la poser. Comment peut-on pallier justement à ce manque de clarté? Qu'est-ce qui nous manque pour qu'une entité comme Francis Sport soit désignée en l'occurrence? Hum, Je sais pas déjà si ça a Francis Sport si ça doit être à Francis Sport d'être désigné. Moi, c'est mon souhait, bien évidemment, Ouais. parce que ça fait 4 ans que j'œuvre au sein de l'association pour montrer, on va dire qu'on essaie comment dire, d'être bénéfique à l'ensemble du secteur. Mais après, c'est pas à moi de dire si ça doit être Francis Sport. Moi, ce que je pense, c'est aujourd'hui, les éditeurs, ils ont une position qui est pas suffisamment claire. Il y a des unions professionnelles d'éditeurs. En France, c'est le CEL, le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, qui est l'organisateur de la Paris Games Week. Il y a la même chose au niveau européen qui s'appelle l'ISFI, l'International Software Federation of Europe. Et puis ils ont la même chose en Amérique du Nord, c'est l'ESA, Entertainment Software Association. Et ces gros conglomérats d'éditeurs, aujourd'hui, ils ont un rôle à jouer dans l'uniformisation et la standardisation de ce qui est nécessaire pour le secteur. Et il y a un moment où il faut qu'ils comprennent que leur écosystème professionnel qui leur rapporte de l'argent, eh ben pour qu'il soit pérenne, il faut développer l'écosystème amateur et il faut le soutenir. Moi, et là c'est mon côté un peu gaucho qui va ressortir, moi je rêve d'une loi Marie-Georges Buffet dans l'e-sport, c'est-à-dire que on vienne taxer l'e-sport pro et qu'il y ait comment dire que cette taxe soit reversée à l'e-sport amateur. On en est très loin, hein. On n'est pas du tout suffisamment mature pour en être là, mais je rêve de choses comme ça, quoi. Et je rêve surtout d'avoir ces conglomérats d'éditeurs qui clairement disent, bah voilà, nous on ne s'occupe que du professionnel et au niveau amateur, ça ne nous concerne plus d'une certaine manière, mais par contre on va déléguer à telle entité dans chaque pays ou à tel ministère ou à tel organisme l'organisation, la régulation, surtout plus que l'organisation, mais surtout la régulation de l'écosystème amateur. Et il y a une mission qui lui est donnée par les éditeurs. C'est un peu ce dont je rêve. Nous, en France, on a cette chance, comme je disais, d'avoir les éditeurs qui sont sur notre territoire, et donc certains éditeurs sont membres de Francis Sport. Aujourd'hui, je crois que c'est un modèle qui est plutôt assez innovant, dans le sens où, comme ils sont déjà présents au sein de Francis Sport, si ces éditeurs acceptaient de dire, ok, c'est à Francis Sport de prendre en charge ça, parce que nous, on n'a pas les ressources ni temporelles, ni financières, ni humaines pour s'occuper
de la question de la diversité, de la question des compétitions amateurs, des guidelines pour les communautés et ainsi de suite, à ce moment-là, nous, on s'en chargerait avec plaisir, quoi. Et en plus, ils pourraient toujours contrôler d'une certaine manière ce que fait Francisport, puisque ce sont les membres de Francisport, enfin les éditeurs sont membres de Francisport. Donc c'est après, c'est utopique, mais les utopies, elles sont réalisables, hein, moi je le dis toujours, c'est important de le garder en tête, et donc c'est un peu comme ça que je le vois, quoi. Et c'est ça qui manque, quoi. C'est un manque de clarté de la part des éditeurs. C'est que aujourd'hui, l'écosystème amateur, c'est un non-sujet pour eux, ou alors si c'est un sujet, c'est un sujet sur lequel ils investissent pas assez d'argent. Pourquoi? Bah parce que ça rapporte pas. Ouais, bah, justement, pour rebondir par rapport à ça, je vois une question de Cassé Xavier qui dit que l'e-sport pro, et en l'occurrence, il n'est pas rentable. Donc toi, quand tu parles de taxer justement l'e-sport pro, est-ce que tu parles de taxer les éditeurs ou tu parles de taxer Ouais. les clubs, notamment e-sportifs Ah non. professionnels? Non, bah, Xavier, bien évidemment que c'est pas les clubs qu'il faut taxer. Voilà, c'était juste pour Non, bah clarifier parce que c'est- ça me paraissait compliqué de taxer des ah clubs non. qui... Bien sûr, non, non, c'est les éditeurs qui aujourd'hui récupèrent la plus grosse part du gâteau. C'est eux qui font des bénéfices avec quelques joueurs, et ceux qui souffrent le plus dans la chaîne de valeur, c'est bien évidemment les clubs et les organisateurs d'événements. Et aujourd'hui, quand je parle de taxer, c'est qu'il y a un pot commun. En fait, je vais te répondre directement, Xavier. Moi, ce que je rêve, c'est qu'à l'ISFI, au niveau européen, c'est tous ces éditeurs, ils disent, OK, on met 5% de notre chiffre d'affaires annuel dans un pot commun qui est rebasculé sur l'e-sport amateur. C'est-à-dire au niveau européen, tous les ans, on s'autotaxe et on rebascule toute cette manne financière sur l'écosystème amateur de tous nos jeux, quoi. C'est ça dont je rêve. Voilà. Bah, ce serait, d'un côté, je pense que ce serait vraiment, ne serait-ce que je pense que ce serait vraiment la meilleure situation pour permettre le développement de l'e-sport. Après, la question pourrait venir et se poser, et là, c'est moi qui essaie d'y réfléchir, c'est pourquoi faire ça pour l'e-sport amateur et pas pour l'e-sport pro, qui aujourd'hui souffre. Alors, c'est différent à différentes échelles évidemment, mais souffre aussi quand on voit, par exemple, le coût pour une équipe pour intégrer la LEC, quand on voit que je crois que c'est 20 millions le slot, voire 25. Comment faire du coup? Parce que bah, les éditeurs pourraient aussi reverser une partie des bénéfices et il y a des mesures qui sont mises en place. Je crois qu'Ubisoft a le programme R6 Share sur Rainbow Six qui permet du coup quand un joueur achète un skin de l'équipe de reverser 30 ou 40% des revenus, mais c'est pas suffisant? Il faut continuer à pousser dans ce sens-là. Donc toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que le faire que pour l'e-sport amateur, c'est pas à la fois un peu utopique et d'un autre côté, ça va pas mettre biaiser un petit peu le monde pro de l'e-sport? Bah, la répartition des revenus, c'est un vrai sujet dans l'e-sport. Ouais, Alors là, c'est clairement. là où on va atteindre mes limites. Et Xavier, c'est à deux maintes reprises exprimé sur les plateaux de l'équipe Ben, il faudra inviter Xavier dans et mon émission, du coup, faire une complètement. table ronde avec Xavier, Nico et Joline qui parlent aussi. Non, mais il sera beaucoup plus compétent que moi, mais Mm. sur ces questions-là, mais cette question de revenus, des revenus share, donc c'est-à-dire cette Ouais, répartition des revenus, aujourd'hui, il y a forcément un rapport de force qui doit être établi entre les équipes et l'éditeur pour que bah, les équipes puissent défendre leurs propres intérêts et bien que sûr. ça soit pas simplement les miettes qui leur soient laissées dans ces revenus share, mais que ce soit des points, enfin en tout cas des revenus plus importants et que tout le monde puisse s'y retrouver. Après, le modèle que ça doit prendre, est-ce que ça doit être lié aux performances? Est-ce que ça doit être lié à la popularité C'est très compliqué après, c'est très et très la compliqué. visibilité? Une équipe comme Carmine Corp, aujourd'hui, elle pourrait réclamer tout ce qu'elle veut, vu la puissance d'Audimat qu'elle a, bien évidemment. Mais est-ce que ça serait pas triste pour d'autres équipes qui, elles, ont pas la même puissance d'Audimat que peut avoir la K-Corp? Bien sûr. Euh, Moi, je pense qu'on peut imaginer des trucs pondérés, ça veut dire avec des indices où effectivement, si tu remportes le titre, tu as un peu plus d'argent de la part de l'éditeur. Si en plus tu as un peu plus de visibilité, enfin si tu as plus de visibilité, ça te donne 5% supplémentaire, mais que par contre, il y a des fourchettes, des sortes de bandeaux dans lesquels même celui qui finit dernier, qui a aucune visibilité, sa sustainability, comme ils disent en anglais, pour sa durabilité, il puisse quand même s'assurer d'avoir des revenus qui soient plus importants que ceux aujourd'hui qu'il y a au sein de ces ligues pro, quoi, qu'elles soient internationales ou nationales. Très honnêtement, je connais mal le système en LEC, je connais un peu mieux celui de LFL, et je sais que c'est ce que reverse l'éditeur aux équipes est ridicule, en fait. Enfin, Et c'est c'est beaucoup, mais à l'échelle d'un budget d'une équipe, c'est ouais. ridicule. Et du coup, question de Guimov qui m'intéresse aussi, puis après on basculera sur un autre aspect de l'interview pour parler peut-être un peu plus de ce que tu penses des formations pour l'e-sport, etc. Il y a Guimov qui nous pose la question de savoir est-ce que les équipes, alors en LEC ou en LFL, touchent la même chose, les mêmes revenus selon les positions ou quoi, ou est-ce que, bah non, en fonction de Carmine qui fait top 1 et Solari qui fait top 5 ou top 6, je crois, au Spring, est-ce que les revenus sont différents? Non, top 7, je sais plus. Je, Tu sais. je, non, je sais pas. Ouais. Aucune idée parce que je suis pas dans les petits papiers. Moi, Ouais, ça je, c'est compliqué à je, savoir.
Je suis pas un acteur business du milieu, donc Ouais. les gens ont pas trop, enfin, tu vois, me parlent pas de ça, et surtout, moi, je participe pas à tous ces échanges. J'ai des échos après, parce que bien évidemment, je côtoie certaines équipes qui me disent un peu ce qu'elles veulent bien m'en dire, mais très honnêtement, je sais pas du tout ce qu'il en est. Et là, Xavier, lui, pour le coup, entre tout ce qu'il a fait chez Vitality, chez OG et chez Carmine, serait le plus à même de répondre à cette question-là, parce il a une vision globale de comment ça se passe dans les négociations avec les éditeurs à tous les échelons, quoi. Complètement. Illustre inconnu, est-ce que tu m'entends correctement ou pas? Parce que j'essaie de parler assez fort. Mais après, si tu entends mieux Nico, c'est peut-être aussi parce que c'est beaucoup Nico qui parle et qui apporte à l'émission plus que moi aujourd'hui, très sincèrement. Non, 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 c'est du positif, hein, c'est que du positif, vraiment. Ça me fait super plaisir parce que bah, tu réponds à toutes les questions. Du coup, j'aimerais qu'on bascule un petit peu dans une seconde partie que je voulais aborder avec toi. C'était plus notamment par rapport aux diplômes et aux écoles spécialisées. Il y a eu un petit peu le certificat e-sport qui est sorti il y a quelques mois, qui a fait un grand scandale sur Twitter notamment, qui a créé pas mal de drama. Qu'est-ce que toi tu penses de cette volonté de venir enseigner l'e-sport? Alors je fais des guillemets parce qu'on ne peut pas tellement enseigner quelque chose d'aussi vaste, un domaine, mais qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que selon toi c'est une bonne chose pour l'e-sport et pour l'écosystème, ou est-ce qu'au contraire ça vient limiter en fait l'intégration de certaines personnes dans ce milieu? Ce que j'ai toujours dit, c'est que l'e-sport aujourd'hui, il est dans un processus de professionnalisation de manière générale, mais pas tant au niveau des joueurs qu'autour de tout le secteur, hein, des organisateurs d'événements, des staffs, de la vente, du marketing et ainsi de suite, et que ce processus de professionnalisation, il est indissociable d'un processus de formation. On peut pas se professionnaliser sans en amont penser la formation. Donc les intentions de développer des compétences grâce à des formations dédiées à des métiers qui sont liés à l'e-sport, je trouve que c'est une très bonne chose. Après, est-ce que la manière dont c'est fait aujourd'hui par tous ces organismes de formation est la bonne? Très honnêtement, j'en suis pas certain. Il y a plein de modèles très différents aujourd'hui qui existent entre un gaming campus, donc gaming business school, la gaming academy, les écoles et les campus XP, les Montpellier Academy, ou je sais plus comment il s'appelle, ou l'EGS, l'Education Gaming School à Talence, ou la Paris Gaming School à Paris, ou la PHG à Mulhouse. C'est plein de modèles qui sont extrêmement différents et je pense qu'on en est qu'au balbutiement et que ça tâtonne énormément et que il y a des initiatives qui clairement sont pas adaptées. Dans un premier temps, il faut identifier quels sont les besoins du secteur. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de ces organismes de formation qui n'ont pas du tout identifié quels étaient les besoins du secteur et qui donc lancent des formations pour devenir, enfin en tout cas pour développer des compétences dans des métiers dont on n'a pas spécialement besoin ou en tout cas qui sont pas ceux dont on a le plus urgemment besoin dans le secteur. Ça, c'est le premier point. Si on n'identifie pas les métiers et les besoins du secteur, bah à partir de là, la maquette pédagogique, c'est compliqué d'en faire une qui soit cohérente. S'il n'y a pas de maquette pédagogique qui est cohérente, et ben ensuite, forcément, choisir les intervenants, c'est aussi pas forcément hyper cohérent. Et donc, on se retrouve avec des étudiants qui sont engagés dans des cursus pour lesquels parfois, bah, ils se disent, c'était intéressant, j'ai appris des trucs, mais au final, bah, je me retrouve dans une voie de garage après coup, quoi. Donc c'est ça la difficulté. Je pense que ça s'améliore d'année en année, je trouve. En tout cas, pour certains de ces organismes de formation et certaines de ces formations, je trouve que elles prennent conscience de leurs erreurs ou en tout cas des voies de garage dans lesquelles elles se sont engagées, des impasses dans lesquelles elles se sont engagées, et elles les réorientent. Et je trouve que c'est une bonne chose. Par contre, là où je vais avoir peut-être un avis un peu plus catégorique, c'est que je pense que les écoles, elles doivent pas former des joueurs. Je pense que les joueurs, ils se forment dans les clubs, ils se forment pas dans des écoles. Moi, en STAPS, je suis pas devenu un sportif en STAPS. Je suis devenu un sportif dans mes clubs de basket et dans mes clubs de judo, mais c'est pas en STAPS où je suis devenu un sportif. En STAPS, on m'a appris à encadrer. C'est ça qu'on m'a appris en STAPS. Et je pense que c'est la même chose pour l'e-sport. Mais par contre, je pense que ça peut être pertinent si c'est bien pensé. Mais c'est pas évident et surtout en fait c'est que aujourd'hui le marché français c'est un tout petit marché, c'est 645 équivalents temps plein d'emploi, donc c'est ridicule, hein, c'est tout petit, et que s'il y a 600 étudiants qui sortent chaque année de toutes ces écoles sur le marché du travail, il y a pas 600 places pour les étudiants, c'est ça la difficulté. Et Clairement. donc aujourd'hui il faut déjà avoir une stratégie internationale à mon avis pour toutes ces écoles parce que sinon on surcharge le marché français et les étudiants ils se retrouvent bloqués, donc il faut avoir une vision européenne et internationale. C'est à mon sens une bonne façon déjà de pouvoir lutter contre ça parce qu'il y a beaucoup plus de boulot au UK, en Allemagne, en Asie ou en Amérique du Nord. Et puis ensuite, c'est bien identifier à quoi est-ce que l'on forme, quoi, de manière générale, quoi. Voilà un petit peu mon avis sur Complètement. ces organismes de formation, quoi.
Pour le coup, je partage ton avis. Après, moi, je reste convaincu que quelqu'un qui veut, par exemple, travailler dans l'e-sport ou dans le monde du jeu vidéo, faire une formation classique qui va mener, voilà, une formation dans une école de commerce, alors grande école de commerce. Après, on peut questionner la question de grande, parce qu'à un moment, elles ont bien été créées, ces écoles, comme les écoles de l'e-sport actuellement, et donc elles ont acquis une certaine légitimité, mais faire une grande école de commerce, faire une université, un diplôme de master, n'empêche pas après de se spécialiser dans l'e-sport, dans le jeu vidéo, à travers justement les clubs associatifs. Et moi, je pense que c'est un peu plus la voie royale dans le sens où on a toujours ce risque, comme tu le dis, il y a un peu moins de 700 postes à temps plein, il y a beaucoup d'écoles, il y a énormément de concurrence, donc c'est risqué en fait. Et l'objectif, encore une fois, hein, c'est vraiment oui, on a des objectifs, on a des rêves, de toute façon, on connaîtra toujours des échecs, donc il faut se lancer même si on a peur, même si on a peur d'échouer, ça c'est pas un souci, parce qu'on pourra rebondir. Par contre, essayez toujours d'avoir un backup, et ce backup-là, bah, pour moi, il passe par des études un peu plus classiques. Alors je fais très attention, le mot classique est mal employé ici, mais voilà, pour éviter justement de basculer en fait, parce que ça peut vite devenir dangereux en fait, de ne se concentrer que sur un domaine aussi fermé. Ça c'est mon point de vue. Je vois que vous avez pas mal de questions à ce sujet-là, Nuit Blanche, mais c'est bien parce que vous discutez dans le chat et enfin... Moi, je fais un avis qui est pas aussi radical que la plupart des gens du Ouais, secteur. Ce que j'entends très bien, à savoir, qui partagent un peu ce que tu viens de dire, à savoir que mieux vaut d'une certaine manière faire des études dans un champ disciplinaire spécifique et venir le colorer c'est avec ça, de l'e-sport. Moi, je crois que bien évidemment ça c'est très bien, mais je suis pas totalement contre l'idée d'avoir des cursus qui soient spécialisés à l'e-sport. bien sûr. Je pense que les deux peuvent être complémentaires, mais c'est juste qu'ils doivent pas former aux mêmes choses. C'est-à-dire que je pense que et surtout pas au même niveau d'études en fait. C'est-à-dire que dans l'industrie sportive, il y a ce que j'appellerais des métiers qui sont plutôt qui nécessitent des formations assez courtes, qui peuvent nécessiter en tout cas des formations assez courtes et sur lesquelles avoir une formation dédiée à ça me paraît pas déconnant quoi. Ouais. Que ça soit dédié à l'e-sport, ça me paraît pas déconnant. Typiquement, mais comment dire, une filière de communication dédiée à l'e-sport sur un an en formation continue, donc pas en formation initiale, ça veut dire pour des gens qui ont déjà un background derrière, mais qui vont avoir 9 mois dédiés à la communication dans l'e-sport et dans le jeu vidéo. Je trouve pas ça déconnant parce que là, on vient directement toucher en tout cas développer des compétences hyper spécifiques. Après, effectivement, avoir un cursus de communication de manière générale et puis en master venir le colorer d'un peu d'e-sport, je trouve ça aussi être une très bonne chose. Mais à terme, je pense que des gens n'auront d'expérience que l'e-sport seront capables de transposer leurs compétences dans d'autres secteurs. Complètement. C'est-à-dire aujourd'hui, ce Ça qu'on pour le coup, je suis observe, complètement vrai. c'est que l'e-sport va chercher des compétences ailleurs, va chercher des compétences dans le sport, va chercher des compétences dans les médias, dans la culture et ainsi de suite. On le voit beaucoup, hein. Et moi, je crois que dans les prochaines années, ça va être l'inverse qui va se passer. Ça veut dire que le sport, la culture, les médias, ils vont venir chercher des gens qui sont des spécialistes de l'e-sport chez eux pour justement parce que dans l'e-sport, on a quand même des compétences hyper spécifiques liées notamment à ces nouveaux outils numériques et que il y a qu'à voir dans le sport comment ils sont perdus sur les outils numériques. Et moi, je suis persuadé qu'un jour, dans les fédérations internationales, et d'ailleurs c'est le cas, je vous le dis, au CIO, le mec qui gère la com et le marketing du CIO, enfin l'un des comment dire, des personnes les plus importantes maintenant au marketing et à la com du CIO, c'est un mec qui vient de Twitter. Alors il vient pas de Ouais. l'e-sport, mais ce que je veux dire, c'est il vient de Twitter, quoi. C'est un ancien mec qui a développé Twitter. C'est ça aujourd'hui la réalité, c'est que je crois fondamentalement que des mecs comme Chips et Noah, alors peut-être pas en tant que casseur, mais en tant qu'entrepreneur et en tant que connaisseur et tout ça du secteur, ils pourraient très bien un jour se faire démarcher par le Real de Madrid. Je dis des Ouais, conneries, hein, mais complètement. je crois fondamentalement que les compétences qu'ils ont développées dans ce secteur-là, elles seront utiles un jour ou l'autre dans d'autres secteurs, quoi. Bah, pour le coup, enfin, moi, pour le coup, je suis d'accord avec toi, et notamment sur tout ce qui est formation courte pour mettre en avant des compétences voilà, qui vont être demandées sur une formation de 1 an, 2 ans. Moi, la seule chose dont vraiment, pour le coup, je suis catégorique, mais je pense que là, on partage tous ce point-là, c'est on peut former quelqu'un à avoir des compétences techniques, par contre, on ne peut pas former quelqu'un. Tu te fais attaquer. Ah, une abeille, C'est Team Vitality qui est déçu que tu parles c'est ça, beaucoup trop de la K-Corp aujourd'hui. c'est vrai. On m'entend moins bien que Nico. C'était parce que je suis un peu plus loin de mon PC. Est-ce que vous m'entendez mieux là? Enfin, je vais essayer de parler un peu plus fort pour que vous puissiez m'entendre. Mais en l'occurrence, ce que je voulais dire, c'est que voilà, on peut pas former quelqu'un à l'e-sport qui a un champ d'études qui est très large. Par contre, on peut former quelqu'un à avoir des compétences spécifiques dans ce domaine-là. Et je pense que c'est véritablement ce qui est important et c'est véritablement ça qu'il faut réussir à mettre en avant aujourd'hui.
Et du coup, bah, je partage cet avis-là. Peut-être pour continuer, merci, si vous m'entendez mieux, c'est parfait, tant mieux. Du coup, vous allez me voir à moitié coupé par la caméra, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est ce que je dis, c'est pas ce que c'est pas ce que je fais en live. Du coup, j'avais une question par rapport au sport et à l'e-sport. Est-ce que selon toi, sport e-sport, c'est le même combat? Je pense notamment au JO aujourd'hui, où on va transposer du sport en jeu e-sport, du coup, de façon brute. Qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce qui va du coup faire le succès initial de l'e-sport comparé au sport? C'est plein de questions, donc là tu peux prendre 5 minutes pour répondre, voire plus si tu veux, parce que c'est très complexe, mais Non, bah déjà, je fais la distinction entre la sportification du jeu vidéo, c'est-à-dire le fait de donner une dimension sportive au jeu mhm. vidéo, donc l'e-sport, et la gamification du sport. Donc, à savoir de donner un aspect vidéoludique au sport. Et aujourd'hui, ce que développe le CIO avec ses Olympic Virtual Series, qui sont donc sur ce que le CIO a décidé d'appeler des virtual sports, ce que nous on appelle tout simplement des simulations sportives hein, dans le jeu vidéo, me semble être pas très ne pas être une révolution et puis surtout s'éloigner quand même pas mal de l'e-sport quoi. Surtout quand on parle de Hero Wing ou de Zwift, pour moi c'est pas du jeu vidéo quoi. C'est du sport qui est gamifié, c'est du sport qui est digitalisé, qui est numérisé quoi d'une certaine manière et c'est cool. Je veux dire, moi, je suis pas du tout contre ça, mais on peut reprocher au CIO, c'est de vouloir surfer sur la vague e-sport sans faire l'effort de prendre en considération réellement la culture e-sportive. Et donc c'est un peu de jouer sur les deux tableaux quoi. C'est de repousser l'e-sport tout en essayant de s'en accaparer que ce qui l'intéresse ou en tout cas que ce qui fait sens pour lui et d'essayer de redéfinir un petit peu ce qui fait la culture de l'e-sport. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'intérêt à ces rapprochements entre sport et e-sport. Très honnêtement, et je l'ai toujours défendu. Là, on va dire, ça ira dans le sens de ce que Xavier a toujours dit. C'est attention, quoi. Forcément, c'est pas toujours la meilleure solution, et il faut se méfier du mouvement sportif et olympique notamment. Et je dois lui donner raison là-dessus. C'est-à-dire que entre les premiers échanges qu'il y avait eu fin 2017, début 2018, et aujourd'hui ce qu'il en est, le parcours a grandement évolué, et on sent que ça va pas bénéficier spécialement à l'e-sport. Et en plus, est-ce que ça bénéficiera au mouvement olympique? C'est pas sûr. Voilà, un peu on va dire, je vais pas dire de la déception parce que je suis pas spécialement déçu, mais de la frustration de voir que malgré tout ce que les gens peuvent leur dire, il y a une volonté de reproduire un modèle qui est de plus en plus discutable, un modèle d'institutionnalisation fédérale et de contrôle de la part du mouvement olympique sur les propriétés intellectuelles des jeux. En fait, je pense qu'ils ne se rendent pas compte de leur ingérence au niveau du mouvement olympique dans leur déclaration officielle. Voilà, je vais le dire clairement, c'est ça. Je trouve Ouais. qu'il y a une très forte ingérence de la part du mouvement olympique. C'est-à-dire que lorsque je vois le mouvement olympique qui dit il faut que les fédérations internationales de sport gouvernent les simulations virtuelles de leur sport, je me dis, mais en fait, ils ne comprennent pas comment ça fonctionne. C'est-à-dire, tu ne peux pas demander à un éditeur de se laisser déposséder de sa propriété intellectuelle. À la limite, tu fais un partenariat, la Fédération internationale, elle fait un partenariat avec l'éditeur pour que chacun puisse s'y retrouver, mais tu ne peux pas dire, nous, on va récupérer ça. Ça vous appartient pas. Il y a, au-delà du fait que c'est un éditeur à qui ça appartient, c'est qu'il y a des équipes qui ont bossé pendant des années et des années sur le développement de ces jeux-là, enfin, tu peux pas juste dire, nous, on va se réapproprier ça. Et surtout, en plus, en le justifiant en disant, l'e-sport, c'est une activité commerciale, là où nous, le sport, on est une activité libre. Je veux dire, le CIO, C'est ça, particulier. c'est quand même enfin, une institution qui génère plus de 2 milliards d'euros par an et qui fait des partenariats avec et ses partenaires économiques hein, du CIO sont hyper importants et ils ont un rôle extrêmement important au sein du CIO et donc je vais le dire comme ça, mais c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, quoi. En fait, je pense qu'il y a plein de belles choses à faire, encore une fois, mais que la volonté qui est développée aujourd'hui par le CIO, à mon avis, expose s'expose à des tensions au même titre que ce qui a eu lieu au milieu des années 2010 entre la KESPA, donc la Fédération coréenne d'e-sport qui est reconnue par le ministère, et Blizzard
Oh purée, j'ai du mal en anglais. Et Blizzard Entertainment à l'époque. C'est-à-dire que Blizzard a attaqué la Kespa et donc le ministère indirectement en disant vous utilisez notre propriété intellectuelle et vous ne pouvez pas faire ça. Il faut qu'on en discute. C'est pas à vous, elle ne vous appartient pas. Et le résultat, c'est que c'est Blizzard qui l'a emporté. Et maintenant, il y a des partenariats qui sont faits, du licensing comme on dit. Mais aujourd'hui, et en plus, je trouve que c'est une erreur de la part du mouvement olympique de pas profiter de ça en fait pour repenser ces modèles de structuration, ces modèles de gouvernance et même surtout ces modèles de partenariat de manière générale. C'est l'occasion d'utiliser le jeu vidéo et l'e-sport pour sortir de ce modèle fédéral qui est en train de péricliter. Aujourd'hui, toutes les fédérations sportives à travers le monde ont toutes émis le même constat. Notre modèle fédéral aujourd'hui n'est plus viable. On ne s'adresse plus à des licenciés, on doit s'adresser à des pratiquants. C'est-à-dire, on doit plus simplement s'adresser à des gens qui veulent faire de la compétition. Il faut qu'on repense nos façons de faire et il faut qu'on se modernise. Et le CIO, au lieu de profiter de cette occasion pour se moderniser et repenser sa manière de travailler avec la société de manière générale, à mon sens, aujourd'hui, est en train d'essayer de reproduire exactement la même chose. Tout ça parce qu'ils veulent garder le contrôle qui ne leur appartient pas en plus. Et donc, c'est pour ça que je parle plutôt d'ingérence, quoi. Ouais, Voilà. bah, je pense qu'il y avait eu le même souci entre la FIFA justement et pareil le comité olympique, le CIO, parce que je crois qu'initialement le foot quand il est au JO, il passe pas par la FIFA, mais il passe par une toute autre organisation qui fait que des joueurs enfin les joueurs qui représentent les équipes ne sont pas les joueurs qui jouent. Enfin, j'ai un doute sur l'information que je transmets, je veux pas dire de bêtises, mais je pense qu'il y a vraiment un problème de sponsor, il y a vraiment un problème voilà, de partenariat, comme tu le dis, et c'est quand même assez malheureux parce que pour moi, certes, on peut faire de l'e-sport sur du sport, mais l'e-sport aussi, et c'est beaucoup développé parce que bah, justement, les jeux qui étaient proposés, des jeux compétitifs, c'était des choses qui n'étaient pas faisables humainement parlant. Et ce qui plaît aussi, c'est cet aspect un peu bah, futuriste qui va toucher aussi les jeunes beaucoup plus. On le voit aujourd'hui, et même Netflix, etc. Aujourd'hui, c'est vraiment bah, de la culture en fait. Et c'est malheureux parce que bah, c'est clair que je pense qu'on attend tous une compétition au JO sur League of Legends qui va opposer différents pays, une compétition européenne, etc. Enfin, on l'a vu récemment là, avec le match organisé par OTP France-Espagne, ça avait créé une hype auprès des viewers qui était quand même assez importante. Je pense que c'est quelque chose à cultiver. Malheureusement, bah, les JO ont pris un parcours à sens inverse. Et il y a Kaito qui dit justement que Ouais. certes, c'est une avancée, mais est-ce que c'est véritablement une avancée du coup, ou est-ce que c'est pas se tirer une balle dans le pied que de faire Disons ça? que ça permet aux CIO de pas prendre de risques. Ça veut dire que si Ouais, ça c'est fonctionne ça. pas, ils pourront dire ah vous avez vu bah c'est l'e-sport, c'est pas trop un truc comme ça, les gens s'en foutent un peu, c'est pas notre faute. Et si ça fonctionne, ils pourraient dire ah, vous avez vu c'est notre stratégie qui est la meilleure. Donc je pense que Ouais, c'est gagnant-gagnant comme position pour le CIO à ce titre-là. Mais pour revenir sur ce que tu disais, cette question c'est quelle plus-value est-ce qu'aujourd'hui apporte Zwift par rapport au cyclisme? Elle est là la vraie question. Quelle ouais, plus-value c'est vrai. apporte l'e-rowing, donc l'aviron électronique, hein, virtuel, par rapport au réel aviron? Déjà, l'aviron de base. Et s'il y a des rameurs, je suis désolé parmi les viewers, mais c'est pas C'est hyper spectaculaire, hein, c'est c'est bien pas à hyper faire. C'est sexy. sympa à faire, mais c'est vrai que. C'est sympa à faire, c'est sympa à pratiquer et respect total à tous les rameurs du Mais monde, hein, c'est mais vrai que mais c'est c'est pas le sport le plus. en termes de sport, c'est pas spectaculaire, quoi. Et alors, franchement, voir des gens faire de l'e-rowing, être enfermé dans une salle sur un elliptique, bah, enfin, c'est le pire du pire, quoi. Enfin, je veux dire, ça n'a aucune spectacularité. Donc, ça n'a aucune plus-value par rapport à l'activité réelle. Moi, aujourd'hui, si tu me proposes de regarder, je sais pas, une vraie course cycliste ou de regarder des gens qui sont sur Zwift, et même si c'est Domingo et Kameto, et j'en suis vraiment navré parce que très honnêtement, moi, ça m'a pas intéressé du tout. Franchement, je préfère 100 fois regarder des mecs qui sont Ah en train oui, de faire du vrai vélo, quoi. évidemment. Voilà. Et donc, les avantages pour ces pratiques-là, c'est que potentiellement ça permet à n'importe qui de pratiquer dans le monde. Alors encore une fois, hein, le home trainer ou le heroing là, faut encore l'avoir chez soi, hein, parce que c'est en termes d'accessibilité financière, c'est pas donné à tout le monde, hein. Ouais, Moi, avec mon salaire d'enseignant-chercheur, je peux pas m'acheter un home trainer chez moi, hein, quoi, qu'on se moi le non dise, plus, quoi. mais Et j'ai pas la place à Paris en plus, hein, on va pas se mentir. Donc mais c'est bon, vrai. à la limite, je veux bien comprendre ça. Ça peut être un super outil de formation, des outils de détection, c'est hyper intéressant. De la même manière que les simulateurs de course automobile sont des super outils de formation et de Mhm. détection pour les sports automobiles. Mais au-delà de ça, je pense que le CIO ne s'est même pas encore rendu compte de la difficulté qu'il y a à s'assurer de l'intégrité compétitive de ces événements-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu fais participer, je sais pas moi, 10 000 personnes sur Zwift à travers le monde, 10 000 athlètes.
comment est-ce que tu fais pour t'assurer qu'ils sont pas tous en train de tricher? Je veux dire, en termes Ouais, de c'est. dépenses, de ressources qu'il va falloir mettre en place pour s'assurer de ça, mais c'est un gouffre financier incroyable, quoi. Mhm. Et surtout en ressources humaines, d'arbitres qui vont devoir enfin, ça va être fatigant pour tout le monde. Et en fait, je pense qu'ils testent et ils vont un peu déchanter, quoi. À mon avis, ils vont être confrontés à des obstacles qu'ils n'avaient pas imaginés. Voilà. À voir ce que ça va donner, quoi. Bon, bah, moi, je m'inquiète surtout pour le viewership parce que très clairement, enfin, comme on est Mais je pense, beaucoup d'accord, je ouais, pense que regarder quelqu'un faire de l'aviron, puis en plus, enfin, je veux dire, on se souvient, de toute façon, on se souvient tous des jeux sur PS3 à l'époque où fallait détruire son joystick pour pouvoir faire avancer son petit bonhomme qui court les Jeux Olympiques, c'était terrible. Donc j'imagine que ça va reprendre un peu ce modèle-là et c'est malheureux quoi, parce que ben c'est peut-être d'excellents jeux. Je n'y ai jamais joué donc j'avoue, mais pour le coup pour moi c'est pas de l'e-sport non plus quoi. C'est du sport, ouais, c'est du sport virtualisé, c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est pas tellement ce qu'on peut attendre comme étant e-sport. Et puis il y a Cassé Xavier qui dit qu'on n'attend pas des compétitions qui opposent des pays aux JO. C'est vrai qu'il y a quand même un petit ressenti, je pense, contre le comité international olympique, ouais, malheureusement. à juste titre. À Non, juste mais là, titre, exactement. à juste titre, là où je nuancerais Xavier, c'est que, euh, bah, comme il le sait Xavier, moi je suis représentant des joueurs au sein de Francis Sport et que je sais que pour les joueurs, il y a qu'à le voir sur l'Intel World Open, qui est l'autre produit qu'a développé le CIO avec Street Fighter V Mhm. et Rocket League là cette année pour Tokyo. C'est que aujourd'hui, n'importe quel joueur, tu lui dis que tu peux représenter ton pays aux Jeux Olympiques ou dans un événement aux couleurs olympiques, sans même dire les Jeux Olympiques, hein, juste aux couleurs olympiques, c'est une fierté pour un joueur. Mine de rien, même si les JO sont peut-être en perte de vitesse d'un point de vue institutionnel ou quoi que ce soit, mais dans l'imaginaire populaire, participer aux JO, d'une manière ou d'une autre, c'est quand même assez incroyable et il y a qu'à le voir aujourd'hui, que ce soit en 2018 à Starcraft, les joueurs, un Stefano, bah, il est allé représenter pas la France parce que il était pas sûr de passer avec la France pour se qualifier, mais il est passé par un autre pays et puis bah il s'est qualifié, mais il avait envie et ils avaient tous les anneaux olympiques sur leur maillot et ça ils en sont fiers. Enfin moi je pense, je suis n'importe quel joueur. Même si tu as gagné des championnats du monde ou quoi que ce soit, et j'en ai parlé avec notamment des joueurs Rocket League de chez Vitality, bien évidemment, ils savent très bien que ça vaut pas un titre de champion du monde des RLCS, mais par contre, l'occasion d'avoir un maillot avec les anneaux olympiques et de représenter ton pays sur ces Intel World Open qui sont pas une épreuve olympique, mais quand même qui y sont associés, c'est quand même, en termes d'aura, c'est quand même assez cool. Donc y a aussi ça, quoi, qu'il faudrait prendre en considération. Les gens, enfin, c'est stimulant, quoi. C'est enthousiasmant, c'est de participer à la fête olympique de cette manière-là. Mais après, là où je rejoins Xavier, c'est que des compétitions par nation, si Riot parce qu'ils l'ont dit plusieurs fois qu'ils y réfléchissaient, ils savaient pas quand le foot dans le calendrier, c'était pas encore. Mais bien évidemment, des championnats du monde par nation sur League of Legends, c'est certainement plus prestigieux que de gagner un Intel World Open sur League of Legends, quoi. Ça, là-dessus, on est d'accord. Ouais, ouais, du coup, il y a Xavier qui dit qu'il est un peu frustré, qu'il aimerait être en vocal, et t'as Kaito qui dit est-ce que la régie. Je suis la régie, malheureusement, j'ai prévu d'inviter des intervenants. Très sincèrement, là, ça va être compliqué pendant cette émission. Par contre, si ça vous intéresse, et si ce genre de format avec plusieurs personnes pour discuter, et si Nico est prêt à y consacrer un peu de temps, et Xavier également, moi, ça me ferait très plaisir de vous avoir pour discuter de sujets comme ça, choisis en amont ou quoi, et pour pouvoir en discuter. Parce que là, malheureusement, il est déjà 11h15. Je sais que j'avais dit que c'était 11h30, la grosse limite, on parle beaucoup. Donc j'ai pas non plus envie d'occuper toute la matinée de Nico en Non, mais ça organisant. me va, moi, ça me va très bien de parler, mais c'est juste qu'après, c'est trop long et tout ça. Ouais, bon, Mais, les enfin, gens, bref, et c'est les bon. gens viennent, les Ouais. gens passent, mais avec plaisir, sincèrement, je pense que j'essaierai d'organiser ça et si ça vous intéresse, pourquoi pas pour discuter sur ces sujets-là, pour continuer cette discussion, parce que je pense que c'est les cryokeep ici, on a tout le week-end, on a tout le week-end. J'essaierai d'organiser ça, j'essaierai de voir ça, en tout cas si ça vous fait plaisir, enfin si ça vous plaît déjà, c'est plus important. Moi j'aimerais rebondir un petit peu justement sur ça et pour revenir un peu sur la recherche, parce que c'est un domaine qui m'intéresse particulièrement et que, bah, comme tu l'as dit, c'est très innovant de faire de la recherche dans le domaine de l'e-sport. Et comment est-ce que tu peux réussir justement, toi, comment tu as réussi à aujourd'hui devenir enseignant-chercheur en proposant un sujet de l'e-sport? Est-ce que tu avais eu de la visibilité au début ou est-ce qu'au contraire tu as eu des difficultés par rapport à ça? Est-ce que ça a été J'ai eu de la, compliqué? non, mais très honnêtement, j'ai eu de la chance.
Enfin, Ouais. je peux pas enlever ça. J'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance d'avoir deux directeurs de thèse qui ont été plutôt ouverts à l'idée de traiter de ce sujet-là. J'ai eu de la chance qu'ils ne sachent pas ce qu'était l'e-sport parce que s'ils avaient su au début, je pense qu'ils auraient pas accepté que je bosse sur l'e-sport parce que eux, Mm. pour eux, quand je parlais d'e-sport, quand je leur ai proposé mon sujet de thèse, bah eux, ils pensaient que je parlais de virtual sports, clairement. Et quand au bout de 9 mois, je leur ai fait une présentation autour de Mortal Kombat, bah ils étaient dépités. Ils étaient là, mais en fait, de quoi tu parles? Mais qu'est-ce que tu fais et tout ça? Et j'étais là, mais en fait, c'est ça qu'on a accepté. Enfin, c'est ça que vous avez accepté. Et voilà, donc j'ai eu du bol, tu vois. J'ai eu du bol que il y ait un laboratoire de recherche en STAPS qui était intéressé par cette thématique-là et qui a donc fait le choix de me recruter, on va dire. Alors après, j'ai beaucoup bossé à côté. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas juste de la chance, mais on arrive pour devenir enseignant-chercheur. Tout le monde est hyper qualifié. C'est-à-dire tous les gens qui postulent pour être enseignant-chercheur, qui candidatent sur les concours, c'est tous des gens qui sont au moins aussi brillants que moi, si ce n'est bien plus, tu vois, clairement. Et Mm. après, il y a des facteurs chance. Et moi, il y a eu de la chance, quoi. Voilà. Euh, mais j'ai pas été confronté à beaucoup de freins dans la recherche. Il y a des gens sceptiques, c'est-à-dire que quand je participe au congrès de Ouais. sociologie du sport, au congrès de recherche en activité physique et sportive et des choses comme ça, il y a des gens qui sont hyper ravis qu'on en discute. Il y a des gens qui se disent mais qu'est-ce que ça fait là? J'ai des collègues à la fac qui sont plutôt des professeurs de pratique, donc les profs de basket, les profs de foot et ainsi de suite, qui certains sont là à dire mais enfin pourquoi tu nous parles de ça? D'autres qui sont là mais c'est hyper intéressant et il faut continuer à travailler sur le sujet. Euh, voilà, c'est un peu comme dans la société de manière générale. Il y a de tout. Il y a des gens qui sont hyper favorables et d'autres pas du tout. Ouais. Mais encore une fois, moi j'ai eu du bol, j'ai pas été confronté à particulièrement beaucoup d'obstacles, mais j'accompagne beaucoup d'étudiants et la difficulté c'est de trouver des encadrants de thèse, c'est-à-dire pour ceux qui veulent vraiment faire un doctorat, donc faire de la recherche après leur master, la grosse difficulté c'est de trouver des encadrants qui se sentent, qui soient disponibles et qui se sentent compétents sur ces sujets-là. Ça c'est délicat, ouais. Ouais, il y a beaucoup il y a beaucoup de questions, notamment il y a Mister White qui me dit qu'il est consultant e-sport, qu'il a plus de 20 ans d'expérience dans le domaine, c'est sacrément impressionnant. Il aimerait devenir intervenant dans des écoles e-sport pour partager, transmettre l'expérience. Comment cela se passe-t-il? Oula, je sais pas si tu es spécialiste de ça, Nico, mais pour le Ouais, coup, ça, il suffit de les ouais, il suffit de contacter. contacter, ouais, Elles je sont tout le pense. temps à la recherche d'intervenants, mais ça, c'est peut-être quelque chose que j'ai pas bien dit, mais et c'est pas du tout pour dénigrer le viewer, hein, mais Bien sûr. c'est juste que euh, il y a avoir des compétences professionnelles et je ne doute pas que c'est certainement un très bon consultant et qu'il a plein de compétences et il faut distinguer ça de transmettre des connaissances. C'est-à-dire Ouais. que les retours que j'ai de beaucoup d'étudiants, c'est il y a des intervenants qui sont super dans ces écoles-là, des intervenants qui sont shiny d'une certaine manière et qui ont des parcours assez incroyables et c'est super cool, mais c'est pas des profs, c'est-à-dire c'est pas des gens qui sont capables de faire du contenu pendant 20 heures pour développer des compétences. C'est des gens qui vont venir raconter leur parcours. Et ça, c'est un peu des formats masterclass. Et ça, je Ouais. trouve ça très bien. Et quand tu as un intervenant professionnel à qui on dit tu as 20 heures de cours, C'est bah, très en fait, compliqué. c'est un métier d'être enseignant, quoi, et de Ouais. construire 20 heures de cours. 2 heures de cours, moi, ça me prend entre 12 et 15 heures à construire 2 heures de cours. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez donner des cours dans ces écoles-là, il faut vous dire que si vous avez 20 heures de cours à donner, il faut que vous y passiez entre 250 et 300 heures à préparer ces cours-là. Est-ce que vous avez 200 ou 300 heures de dispo pour créer vos propres cours? Si c'est juste pour venir raconter votre expérience, bah, c'est plutôt, faut participer à des formats masterclass, je Ouais. pense. C'est ça qui manque dans ces écoles, beaucoup, c'est des vrais enseignants. Et même pas profs, mais des enseignants, des gens qui transmettent, quoi, euh, voilà. Ouais, bah, C'est et c'est un pas métier, hein, juste c'est un des métier intervenants. comme. Oui, c'est un métier, C'est exactement. pour le coup, je pense que et là, moi, je suis le premier, je l'ai bien vu, même dans des études plus classiques, même enfin, à l'ESCP, on a des intervenants et on a des personnes qui viennent tout simplement parler de leur expérience. Les deux sont très intéressants, mais il faut des cours, il faut quelque chose de structuré et c'est très compliqué à structurer. Enfin, j'ai déjà essayé de structurer un mémoire et c'était terrible, très très compliqué. Alors j'imagine quand il faut en plus s'adapter à un public, parler à des personnes qui sont pas nécessairement spécialistes dans le domaine et justement bah, réussir
comprendre ce qu'ils attendent, etc. C'est un vrai métier. Et pour le coup, moi, cette petite émission, mon objectif, c'était avant tout de mettre à profit mon stage chez Ubisoft pour justement vous faire intervenir des personnes qui sont super intéressantes, spécialistes, tout ça, pour que des gens qui n'ont pas nécessairement accès à des contenus masterclass ou à ces écoles-là puissent quand même, grâce à Twitch, hein, vive Twitch, bénéficier de ça. On n'est pas beaucoup, on est une vingtaine souvent les samedis matins, mais ça fait toujours plaisir et en plus, on a des super discussions, donc c'est vraiment trop cool. C'est vraiment très cool et c'est passionnant. Et est-ce que du coup, euh, toi, en tant qu'enseignant-chercheur, tu as réussi aujourd'hui à définir l'e-sport parce que c'est une question que je me suis posée, c'est récemment, je me suis dit, ok, je vais commencer ma thèse, je vais m'adresser à des personnes qui n'y connaissent rien. Qu'est-ce que l'e-sport? Au-delà de dire, l'e-sport, c'est du i-sport, parce que moi, je trouve que c'est très réducteur. Comment est-ce qu'on peut définir aujourd'hui l'e-sport en France? Et dans le monde d'ailleurs. Oui, et déjà, il n'y a pas de consensus. Ouais. Parce que comme il n'y a pas d'organe de gouvernance, encore une fois, on y revient toujours, comme il n'y a pas d'organe de gouvernance, eh ben, il y a personne, il n'y a pas de définition qui s'impose, qui serait imposée par un organe de gouvernance. Et donc, typiquement, dans le secteur, il va y avoir des gens qui vont avoir des définitions de l'e-sport qui peuvent être assez différentes et pas identiques. Même dans le champ de la recherche, c'est le cas, enfin, c'est le cas aussi. Moi, j'ai, comment dire, comptabilisé plus de 50 définitions de l'e-sport qui sont différentes dans les travaux scientifiques. Moi, je donne ma définition. Ensuite, je vous donne la définition de Francis Sport. Vous allez voir que c'est pas Ouais. du tout les mêmes. Moi, la définition que j'ai de l'e-sport, c'est que c'est l'affrontement codifié de joueurs lors de compétitions organisées de jeux vidéo. Pour moi, il y a quatre critères donc quand je fais des papiers scientifiques, c'est les quatre critères qui me permettent de définir l'e-sport. C'est un affrontement entre joueurs. Donc, c'est-à-dire, on n'affronte pas le logiciel. Donc, déjà, vous vous rendrez compte que j'écarte d'une certaine manière le speedrun et le scoring, donc les pratiques de performance individuelle du jeu vidéo. Donc, c'est l'affrontement entre joueurs dans un premier temps, simultané, dans un deuxième temps sur des jeux vidéo. Et donc là encore, ça nécessite de définir ce qu'est un jeu vidéo, parce que c'est pas si évident que ça de définir ce qu'est un jeu vidéo. Est-ce que Zwift c'est un jeu vidéo? Voilà, moi j'ai tranché, je trouve que c'est pas un jeu vidéo, Zwift. Ensuite, il faut que ça soit lors de compétitions qui sont organisées, et je précise bien organisées. Pourquoi? Parce que la compétition, c'est un terme qui est polysémique, comme on dit, c'est-à-dire que ça peut accepter plein de définitions. Par exemple, si moi je joue aux jeux vidéo et que le lendemain j'essaie de faire une meilleure performance, un meilleur score, je suis déjà en train de faire de la compétition par rapport à moi-même. Ensuite, si j'affronte quelqu'un d'autre, je suis en train de faire de la compétition par rapport à quelqu'un d'autre. Mais ça, pour moi, c'est pas ça que j'appelle de la compétition organisée. La compétition organisée, c'est des compétitions qui sont euh, pour lesquelles il faut faire un effort de s'inscrire à ces compétitions. Donc ça veut dire qu'ils sont organisés sous forme de championnat, de ligue ou de tournoi. D'accord? Et donc c'est vraiment ça que j'appelle de la compétition organisée. Et ensuite que ces compétitions elles soient réglementées. C'est-à-dire que avec le jeu vidéo, le jeu vidéo se fait à la fois le terrain de l'affrontement virtuel, mais aussi l'arbitre. En gros, pour le dire simplement, le jeu vidéo, tout ce que tu peux faire dans le jeu vidéo est autorisé. Sauf qu'à partir du moment où tu affrontes quelqu'un d'autre, il y a des phénomènes de triche qui apparaissent, des gens qui vont essayer d'utiliser des logiciels tierces pour voir à travers les murs, de l'aide à la visée, et ainsi de suite. Et donc, il y a la nécessité d'avoir des règlements qui soient explicites et dictés par les organisateurs d'événements, qui vont définir les conditions de participation, le format des rencontres, le matériel autorisé et proscrit, les comportements autorisés et proscrits, le rôle des arbitres, le répertoire des sanctions à leur disposition, et ainsi de suite. Et donc, avec ces quatre critères-là, pour moi, au moins, on sait exactement de quoi on parle. Ça peut se passer au niveau professionnel ou au niveau amateur, ça peut être en ligne ou en présentiel, ça peut être sur PC, sur console, sur mobile, et il peut y avoir des cash prizes ou des lots, ça peut être sur n'importe quelle thématique de jeux vidéo, des jeux de tir, des jeux de cartes, des jeux de stratégie, des jeux de réflexion, des jeux de combat, des jeux de sport, voilà. Donc ça, pour moi, c'est ma définition. Donc affrontement codifié de joueurs lors de compétitions organisées de jeux vidéo. La définition de Francis Sport, et je sais que Xavier, s'il est encore là, la déteste, et je sais pourquoi, et il a raison. Enfin, enfin, je veux dire, ses arguments sont tout à fait valables. Chez Francis Sport, nous, on a une vocation à essayer d'englober pas simplement la pratique hyper compétitif du jeu vidéo, mais aussi à représenter les pratiquants au sens large. Donc tous ceux qui s'affrontent par l'intermédiaire d'un jeu vidéo, mais pas forcément ceux qui font des compétitions. Donc chez Francis Sport, nous on définit l'e-sport comme étant l'ensemble des pratiques qui permettent à des joueurs de se confronter par l'intermédiaire du jeu vidéo. C'est-à-dire que faire un FIFA dans la définition de Francis Sport, faire un FIFA entre potes, c'est un affrontement entre deux personnes et c'est déjà une forme d'e-sport. Pourquoi? Parce que chez Francis Sport, on estime qu'il y a surtout une différence entre affronter le logiciel ou affronter quelqu'un d'autre. On trouve qu'il y a plus de dimension e-sportive dans le fait
de faire un FIFA entre potes après les cours en buvant une bière que de faire la campagne de StarCraft. Et pourtant StarCraft c'est plus un jeu e-sport que FIFA d'une certaine manière. Mais pourtant faire la campagne de StarCraft ça n'a rien à voir avec le StarCraft compétitif alors que s'affronter sur FIFA entre potes, bah c'est quand même déjà plus proche de la e-League 1 par exemple que qu'on pourrait le croire. Mais nous c'est ce qu'on appelle des pratiques de loisirs. Xavier a envie de s'arracher les cheveux quand il entend Je vois ça. ça. Je le vois sur le chat actuellement. Donc, Voilà. Mais on essaie de cloisonner les différentes formes de pratiques. C'est comme ça qu'on mm. trouve en fait la solution, c'est de parler de joueurs grand public, d'e-sportifs de loisirs, d'e-sportifs amateurs et ensuite d'un e-sport professionnel qui est une élite, la pointe de l'iceberg et qui est très marginal et que, très honnêtement chez nous France e-sport les joueurs professionnels on les représente pas du tout, ils ne s'intéressent pas à France e-sport clairement pas. Donc voilà, il y a plein de Xavier a sa propre définition aussi Ouais. et je pense que il y a des et je connais pas exactement celle de Xavier mais il y a d'autres acteurs qui m'ont clairement dit pour moi l'e-sport c'est simplement la pratique professionnelle compétitive du jeu vidéo, c'est-à-dire c'est même les amateurs, les LAN et tout ça, pour eux c'est même plus ça, parce que ben qu'est-ce qui génère du business aujourd'hui et qu'est-ce qui donne, on va dire, de la visibilité à l'e-sport, c'est la pratique professionnelle. Et donc pour certaines personnes, voilà, quand on parle d'e-sport, on parle juste du LEC quoi, ou de la LFL. Ouais. Mais dès que tu vas sur l'Open Tour, pour certaines personnes, mais ce que je peux entendre aussi, hein, même si je suis pas d'accord avec ça, pour certaines personnes, l'Open Tour c'est déjà, c'est en tout cas, eux ne considèrent plus vraiment que c'est de l'e-sport, ou en tout cas, et c'est du jeu compétitif, mais voilà. Donc, il n'y a pas de définition, Ouais. il y a pas de C'est consensus. mais c'est super Voilà. intéressant. C'est super intéressant parce que du coup, Kaito disait que justement, le rôle, est-ce que le rôle de Francis Sport, c'était pas d'élargir l'e-sport? Et avec la définition que tu nous en donnes, et pour le coup, je rejoins un petit peu Xavier dans ce qu'il dit où j'ai fait du Mario Kart contre mon fils de 7 ans, on fait de l'e-sport. Mais c'est vrai que l'objectif, c'est vraiment d'englober le plus possible l'e-sport. Ouais, c'est vraiment. Voilà, après, les mots sont durs. Xavier dit ça fait plus de chiffres, donc Francis Sport, noyauté par l'éditeur, est content. Ça, c'est. Je te Non, non, laisse un c'est droit de pas vrai. réponse. Malheureusement, Non, il peut pas non, participer, donc c'est dommage, mais. ouais, je sais. Ah, mais on se connaît avec Xavier et on n'est pas d'accord, mais on s'apprécie. Enfin, en tout cas, moi, je sais que j'apprécie beaucoup Xavier et il y a plein de choses sur lesquelles il est bien plus compétent que moi. Mais on n'est pas toujours d'accord avec Xavier là-dessus. Clairement, c'est pas pour des questions de chiffres ou quoi que ce soit. C'est juste pour vraiment vous expliquer pourquoi est-ce qu'on a choisi cette définition-là. C'est parce que on a observé la crise dans laquelle était le modèle fédéral sportif et où, typiquement, aujourd'hui, si on prend la fédération d'athlétisme, aujourd'hui, courir, c'est peut-être l'activité sportive qui est la plus pratiquée. Tout le Ouais. monde court, tout le monde fait du jogging, du footing. Pourtant, des licenciés d'athlétisme, il y en a très peu. Pourquoi? Parce que ce qui est proposé, ce que représente la fédération d'athlétisme, c'est simplement la pratique compétitive. C'est ça que représente la fédération d'athlétisme. Même chose avec le basket. Moi, je viens du basket. Pendant des années, le basket, c'était le basket 5-5. Et pourtant, on était plein à aller jouer en playground. On était des pratiquants de basket, mais la fédération nous reconnaissait pas. Et donc, nous, on s'est dit, avec l'e-sport, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut avoir une représentativité, représenter, on va dire, simplement, bah, ceux qui font de la compète, ou est-ce qu'on veut représenter tous les pratiquants au sens large? Et ça veut dire pas faire la même erreur que le sport. C'est ça, c'est de Ouais, ça qu'est c'est. partie la Ok. réflexion. Après, est-ce que c'est bon ou pas? En tout cas, c'est On peut en intéressant. discuter. Mais on s'est dit, nous, on veut pas faire la même erreur que le sport. On veut pas dire, on ne se fixe que sur les gens qui participent à des LAN et font de la compétition. On veut élargir. Pourquoi? Parce que ceux qui font du FIFA entre potes, potentiellement, un jour ou l'autre, ils vont peut-être glisser vers une première compétition. Et d'ailleurs, on le voit. Très honnêtement, on le voit là avec la pandémie. Il y a plein de gens qui ont profité de la pandémie pour faire leur première compétition en ligne. Et pour comment ils y sont arrivés, c'est parce qu'ils avaient commencé à jouer entre potes. Mhm. Voilà. Mais je C'est- comprends tout à fait la position de tous les gens qui trouvent qu'on a une définition qui est bien trop large. Mais encore une fois, nous, ce qu'on propose notamment avec le baromètre, c'est d'avoir différentes typologies et pour que chacun s'y retrouve. Ça veut dire que Xavier, avec cette définition de l'e-sport, bah, il prend juste la catégorie e-sportif amateur et ça correspond à peu près à ce que lui considère de l'e-sport, même si c'est peut-être pas exactement ça, mais en tout cas, il a des données, des chiffres, des données qui lui conviennent pour lui. Puis s'il y a d'autres gens qui veulent avoir d'autres types de profils, bah, ils vont descendre dans l'e-sport à loisir et ce qu'on a appelé le grand public, quoi. Donc voilà, mais c'est pas pour des questions de chiffres, c'est pas vrai du tout, quoi. Ça pour le coup, c'était pas une ambition. Enfin, ça a jamais Bien été une sûr. question de chiffres.
Ça, pour le coup, qu'est-ce que Xavier dit que plus sérieusement, il t'adore, voilà, donc tu peux être rassuré. En plus, t'as le Blue Wall derrière toi, donc en l'occurrence, Oui, c'est en vrai, j'ai l'occurrence, même t'es pas pas fait toi, c'est exprès. incroyable, c'est le Blue Wall Putain, c'est IRL vrai. quoi. Que demande le peuple, j'ai envie de dire, que demande le peuple. Le contenu cassé jusque sur le stream de Krios, comme le disait Kaito, donc c'est vraiment, je l'ai payé. C'est vraiment génial. Bah du coup, il est quasiment 11h30. J'ai une petite dernière question, puis après je te laisserai si toi tu veux rebondir sur quelque chose, ou même ne serait-ce qu'exposer tes réseaux pour qu'on puisse te retrouver, parce que c'est quand même passionnant tout ce que tu nous dis. Est-ce que selon toi, dernière question, attention, est-ce que du coup, le fait qu'il y ait un manque de visibilité peut impacter aujourd'hui l'e-sport et notamment la recherche dans ce domaine-là? Et à ton avis, est-ce que du coup ça va changer dans les années qui viennent? Est-ce que l'e-sport c'est une industrie qui est en train de grandir ou est-ce que c'est un phénomène social qui dans 10 ans peut complètement s'écrouler? C'est compliqué hein, comme question parce que on peut, enfin je veux dire sauf si tu viens du futur Non, ça va être mais compliqué. Mais qu'est-ce que tu penses un petit peu de l'évolution de l'e-sport et qu'est-ce qui va advenir de cette scène-là? Est-ce que c'est vraiment de la hype qui a été créée et du coup ça va exploser ou est-ce qu'au contraire c'est quelque chose qui se construit et qui va progresser et se construire et s'institutionnaliser peut-être? Non, mais de manière totalement factuelle, c'est aujourd'hui, quels que soient les indicateurs que tu prends, depuis 2008, tous ces indicateurs qui sont liés à l'e-sport, que ce soit le nombre de joueurs, le nombre de compétitions, les cash price, les investissements, les audiences, pour les scènes majeures, hein, je parle vraiment, League of Legends, Counter-Strike, Dota et ainsi de suite, quoi, ne font qu'augmenter. Je veux dire, aujourd'hui, je serais idiot de dire on sait pas, on sait. Non, on sait. C'est un phénomène qui est durable, qui est en croissance constante, même si là, d'un point de vue économique, la crise sanitaire et la crise économique qui en a découlé a impacté le secteur, mais la relance c'est reparti. Mais tous les indicateurs sont en croissance depuis 2008. Donc clairement, la visibilité de l'e-sport, comme tu l'as exprimé, ne va faire que s'améliorer, enfin en tout cas ne va que grandir, pour une raison toute simple, c'est que l'e-sport il bénéficie d'une croissance qui est organique. Je m'explique. C'est-à-dire que aujourd'hui, les nouvelles générations, elles grandissent, elles naissent avec des outils numériques dans les mains et elles naissent avec l'e-sport. Donc c'est une croissance qui va ne faire que perdurer parce que les gens vont grandir avec l'e-sport. Les boomers vont vieillir, vont mourir, et je leur souhaite pas tout de suite, hein, mais c'est la réalité, quoi. Et, euh, et toutes les nouvelles générations C'est clair. qui vont naître, elles vont grandir avec l'e-sport, et donc ça va faire une croissance qui est fondamentalement organique. Je veux dire, ça ne va faire que croître jusqu'à un certain moment. Là, je suis pas devin, impossible de savoir quand, enfin, ça s'arrêtera, mais on n'est pas arrivé au palier, ça c'est sûr. En tout cas, les courbes, quand on les regarde, on est loin d'être sur des pentes plates. Clairement, les pentes, elles sont encore hyper raides, et ça continue. Et donc, oui, on va dire la démocratisation, la popularisation de l'e-sport va faire qu'augmenter dans les prochaines années. Après, est-ce que ça va être fait dans une forme de chaos général ou est-ce que ça va être mieux encadré? Est-ce que ça va se structurer? J'ose croire que ça va Ouais. pas trop se faire dans le chaos, mais difficile de dire, encore une fois. Après, on n'est jamais à l'abri d'un éditeur qui arrête une scène compétitive ou qui fasse un mauvais choix et qui se casse la gueule. Et voilà, malheureusement, on n'est jamais à l'abri de ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, n'importe quel éditeur développe une stratégie, enfin beaucoup d'éditeurs en tout cas, développent des stratégies autour de l'e-sport d'une manière ou d'une autre, quoi. Alors avec des stratégies totalement différentes entre Riot Games, Blizzard ou Ubi et encore plus Nintendo, c'est quatre stratégies qui n'ont rien à voir hein, avec l'e-sport, hein, c'est rien à voir. Mais aujourd'hui, l'e-sport, c'est un sujet pour tous ces éditeurs-là. Donc, même que lorsqu'ils font le choix de pas y aller, ça reste un sujet. Donc, ils sont obligés de le prendre en considération. Donc, enfin, moi, je pense que c'est comme avec le jeu vidéo, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est la deuxième génération de joueurs de jeux vidéo. Les premiers joueurs sont des parents et qu'on commence dans quelques années, d'ici 10 ans, on va avoir les premiers parents de l'e-sport, quoi. Enfin, il y a d'anciens joueurs qui vont être parents, même si c'est déjà le cas, mais leurs enfants sont encore trop jeunes pour être déjà des joueurs enfin, qui jouent, enfin, je veux dire, comment de non, j'ai du mal, hein, je suis fatigué. Bref, T'inquiète, les premiers parents de l'e-sport, bien sûr. on a des joueurs qui ont 40, 42 ans, Mhm. qui étaient des Mhm. e-sportifs avant, mais leurs enfants, ils ont que 4, 5 ans pour l'instant. Ils ont pas Ouais, encore ils sont 15 ans pas, ou c'est pas une 16 ans, quoi. audience quoi.
mais bah, c'est même plus qu'une audience, c'est pas encore des pratiquants Ouais, d'e-sport, quoi. c'est C'est clair, ça que je veux c'est dire. clair. Mais d'ici quelques années, moi, je serais pas étonné de voir les enfants. Là, c'est le premier qui me vient en tête, mais je sais pas, je crois, enfin, les enfants de Yellow Star, dans 10 ans, il y en aura peut-être un qui fera de l'e-sport et qui sera connu pour ça. Et donc là, clairement, tout aura changé, quoi. On, Ah bah oui, on- de on- fou. voilà, de la même Il manière que sera. t'as des familles de sportifs, Mhm. tu vois, où tu as eu le père qui était sportif de haut niveau, la mère qui était sportive, et puis bah, les enfants ont été sportifs de haut niveau, et puis ça fait des dynasties de sportifs dans la même famille. Bah, moi, je crois que dans les prochaines décennies, on va avoir ça. On va avoir, je sais pas, le fils de Daigo Umehara, qui sera aussi un joueur de Street Fighter 12, parce qu'on en sera au 12 dans 20 ans, Ouais. et que voilà, quoi, tu vois, En un vrai, truc je comme crois ça. que sur la scène Valorant CSGO, ça existe déjà. Le joueur francophone, je sais pas s'il est français, le joueur francophone de Team Liquid, son petit frère était chez Vitality dans l'époque où Vitality CSGO avait 6 joueurs, le roster à 6 joueurs. Je dis peut-être des Ok. bêtises, mais il y a déjà une sorte de transmission évidemment des compétences, etc. dans ces jours-là. Et pour moi aussi, un phénomène qui devrait simplifier, c'est que l'e-sport va vraiment devenir une activité sociale. Voilà, exactement, merci Xavier. Le frère de Scream, qui était genre monstrueux, qui était rentré dans le roster A6 de Vita, qui avait fait vraiment vriller la scène CSGO, qui avait tout cassé pendant une période jusqu'à ce que du coup Valve interdise les rosters A6, ce qui est malheureux. Mais bref, on en parlera une prochaine fois parce que là ça commence à faire beaucoup. Euh, mais ouais, moi je pense que l'e-sport va devenir aussi un phénomène social, ce qui fait qu'un peu comme aujourd'hui on a pour le foot, où on a des gens qui pour une compétition connaissent pas nécessairement le foot mais vont aller la regarder. Bah, on a commencé à la voir grâce à la cassée avec les EU Masters. Enfin la finale des EU Masters, il y avait beaucoup de viewers qui n'avaient peu ou pas de connaissances sur League of Legends et qu'on kiffait parce que bah, c'était hype et parce que c'était incroyable. Et ça, ouais, il a tout cassé pendant 4 matchs, certes. Mais quand même, 4 matchs de CSGO, ça peut durer très loin un match de CSGO. Donc, enfin voilà, je pense que l'e-sport va devenir un phénomène social et moi je suis impatient de voir ce que ça va faire parce que, bah, enfin de toute façon, je suis passionné par l'e-sport depuis un petit moment et on ne peut que attendre de voir comment ça va évoluer et comment cette scène va se développer. Complètement. Ben, moi, je serais même encore plus radical. Pour moi, c'est déjà un phénomène social, tu vois. Ouais, C'est que ça commence. c'est déjà. Non, mais ça l'a toujours été. C'est juste, Ok. c'était un phénomène social d'initié, mais c'était quand même un phénomène social. Ce que la K-Corp arrive à faire en termes d'attirer des gens qui sont pas spécialement des fans d'e-sport, c'est en termes de proportion, c'est incroyable, quoi. Bien évidemment. Enfin, plutôt qui sont pas des fans de League of Legends, c'est incroyable. Mais ça existait déjà avant et j'en suis un très bon exemple. J'étais pas fan de jeux vidéo ou quoi que ce soit et je me suis pris d'affection pour certaines scènes compétitives, notamment les scènes de jeux de combat, alors que moi-même je suis pas pratiquant et que j'y comprenais que dalle au début, tu vois. Donc mais ça va s'accentuer là, bien évidemment. Ces phénomènes d'ultra aussi, je trouve ça hyper intéressant, hein. La K-Corp est pas la première à avoir eu des ultras, hein. Quand Oui, même. Vitality, il faut penser à Vitality quand même, hein. Moi, UOL en Europe, c'est UOL a vrai, c'est été vrai. À la grande époque, avons été les c'est pas faux. premiers. Il y a Millennium Complètement. aussi, Et hein. puis, Millennium qui avait une belle fanbase française dans les ouais, premières années de League of Legends, un peu moins impliquée peut-être, un peu moins visible, mais présente tout de même. moins ultra, quoi. Ouais, ouais, moins ultra. Moins ultra. Et puis en Asie, on se rend pas compte, mais des équipes comme RNG et tout ça, eux, ils ont des bureaux d'ultra partout dans le monde, hein. Ah, Ça n'a c'est rien à incroyable, voir c'est avec. juste incroyable. Non, c'est encore un autre phénomène. Mais par contre, ce que fait la K-Corp, clairement, enfin, c'est fantastique parce que effectivement c'est une porte d'entrée pour des gens qui s'intéressent pas à League of Legends de s'y intéresser Ah bah, mais et de clairement. s'intéresser à l'e-sport au sens large après quoi. Clairement. Mais Voilà. moi, pour le coup, je suis Cassé Xavier sur LinkedIn. Il avait posté une infographie avec des chiffres. Ah bah, je viens de recevoir le message. Bah ouais, les chiffres et le taux d'engagement que la K-Corp, justement, réussit à amener aujourd'hui sur la scène. Enfin, c'est insane, quoi. Ne serait-ce qu'en LFL, là, j'ai regardé les matchs. Enfin, on passe quasiment du simple au double. Et c'est vraiment positif et c'est vraiment très cool pour l'e-sport. Et je pense que bah, ça ne peut que continuer à se développer. Et en plus, ça va faire grandir ça va faire grandir véritablement l'ensemble des équipes, l'ensemble de la scène e-sport. Et bah je te suis pas Xavier sur Twitter et donc du coup après cette émission, première chose que je fais, je vais suivre Xavier, je vous invite aussi à aller suivre Xavier, Nico évidemment. Je sais pas si tu as un petit mot pour la fin, je veux pas prendre trop de temps, en tout cas c'était passionnant, j'ai pas envie d'arrêter cette discussion en fait, honnêtement. Si tu as un petit mot pour la fin ou quoi à dire quelque chose. Bah, Euh, déjà merci de m'avoir donné la parole et surtout alors que je suis très bavard, hein, les gens m'invitent une fois, généralement après ils me réinvitent pas parce que Ah je mais leur quand coupe tu veux, t'es le bienvenu trop de temps. sur Go Data Fun. Et puis non mais juste dire c'est pour celles et ceux qui veulent
poursuivre ces conversations ou même pour plein d'autres choses, hein. Les gens qui me connaissent savent, moi je suis plutôt assez facilement joignable, contactable, que ce soit sur les réseaux sociaux, par mail ou quoi que ce soit. Enfin, je suis ma porte est toujours grande ouverte. Donc voilà, Et c'est toujours vrai. avec ravi de discuter avec tout le monde. C'est vrai, Voilà. sincère, parce que j'avais 20 followers, j'étais un random et je lui ai proposé et j'ai eu une réponse quasi dans l'instant pour venir discuter avec moi et c'est vraiment très gentil. Bah écoutez, merci à tous, merci beaucoup Nico de ta présence Et à aujourd'hui, toi. n'hésitez pas à aller le suivre encore une fois, je le répète. Au plaisir de te revoir dans cette émission parce que c'était vraiment genre génialissime et passionnant. Merci à tout le monde pour votre interaction. Du coup, ce que je vais faire, c'est que bah on va dire au revoir comme il se doit à Nico et puis bah je vais faire une petite pause et je reviens pour faire une toute petite conclusion et puis après vous laisser aller manger parce que je commence à avoir faim. Merci beaucoup Nico en tout cas, merci pour tout et passe une Merci très bonne beaucoup. journée. À C'est plus, très gentil. pas de Ciao. soucis, ciao, au revoir. Bon bah c'est juste incroyable en fait, c'est juste exceptionnel. Quel plaisir vraiment de pouvoir accueillir Nico aujourd'hui, quel plaisir d'avoir quel plaisir d'avoir pu vous avoir, vous étiez si actifs, enfin vraiment merci à vous tous. Ça fait super plaisir parce qu'on est de plus en plus, alors il y a la scie à côté qui commence à faire du bruit en plus donc c'est parfait, on arrête au bon moment. Euh, Bah, ça me fait vraiment très plaisir de voir que l'émission grandit petit à petit, de voir que vous êtes de plus en plus à participer. Merci aux personnes bah, qui se sont vraiment investies, hein, Monsieur White, Cassé Xavier, Keito, Stellan aussi, un peu plus tôt, j'ai oublié son pseudo, je crois que c'était Joline. Vraiment, c'était passionnant. Puis bah, encore une fois, je ne pourrai jamais le remercier assez, mais merci, merci beaucoup à Nico. Vous pouvez me contacter sur Discord, vous pouvez me contacter sur LinkedIn aussi, évidemment. Et puis bah à très très vite pour de prochaines émissions et de prochaines aventures. Merci Xavier, à très vite. Passez une très bonne journée en tout cas. Et bah, n'hésitez pas aussi à me follow sur Twitter, sur Twitch, ça fait toujours du bien et c'est toujours un petit coup de boost. Je vous remercie, moi je vous laisse, je vous souhaite une très belle journée et bah écoutez, je vous dis à très très vite, à samedi prochain pour de nouvelles aventures et de nouvelles émissions. À très vite, au revoir et encore merci, c'était vraiment génialissime. Au revoir.